membre du collège des partenaires du MEDEF, l'association Spiritualité au Travail et Management, que je représente ce soir devant vous, est ravie de vous accueillir ce soir en partenariat avec le CIFOP pour que nous puissions échanger autour du lien entre la raison d'être et l'inclusion dans le contexte de la série 2022, Semaine de l'entreprise responsable et inclusive. Alors, peut-être que vous vous demandez ce que fait l'association Spiritualité au Travail et Management dans cette discussion, dans cette histoire ce soir. Et je me propose quand même, pendant quelques minutes, de répondre à cette interrogation pour que nous puissions en débattre aussi ensemble après. D'abord, qui sommes-nous? La vocation de l'association, comme vous pouvez le voir sur les panneaux qui m'entourent, c'est d'animer des réflexions, c'est d'animer des échanges, de produire des actions, de promouvoir des pratiques concernant la spiritualité en tant que ressource dans la quête de sens, la connexion et la transcendance dans les organisations. Et l'association, pour ce faire, regroupe des chercheurs, des praticiens et des personnes issues des organisations et des entreprises qui nous entourent. Lorsque Bruno Le Maire a dévoilé en 2018 sa loi Pacte, il voulait faire, et je cite, « rayonner un modèle français de responsabilité. Dès lors, toute entreprise doit prendre en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. Elle peut aussi aller beaucoup plus loin, soit en inscrivant dans ses statuts une raison d'être, soit, chemin beaucoup plus exigeant, en adoptant un statut de société à mission. Un choix qui a été fait d'ailleurs par plus de 500 organisations à l'heure d'aujourd'hui, d'après les chiffres que nous avons. En France, la raison d'être a notamment été définie par Jean-Dominique Sénard dans le cadre de son travail mandaté par le gouvernement français sur l'objet social des entreprises. Il a dit « La raison d'être permet de joindre le passé au présent, c'est l'ADN de l'entreprise. Elle n'a pas de signification économique, mais relève plutôt de la vision et du sens. » Du sens? Voilà qui pouvait que nous réveiller, nous, l'association Spiritualité au Travail et Management. Parce que nous pensons que la spiritualité peut être une ressource dans la quête de sens. Évidemment, cela demanderait qu'on définisse ensemble ce qu'est la spiritualité, ce qui est un sujet un petit peu vaste pour une introduction qui ne doit pas faire plus de quelques minutes. Mais si on s'en tient à une définition commune que vous trouverez partout, y compris dans le fameux Google, on peut dire que la spiritualité est une activité de l'esprit. Mais je me permettrai de rajouter quand même que, quelque part de mon point de vue, il y a une dimension transcendantale à la vie spiritualité qui permet tout à chacun un mouvement de dépassement. Eh bien, ça tombe bien, parce que c'est bien de dépassement dont on parle ici pour les organisations qui ont envie de travailler sur leur raison d'être et sur la quête de sens. Dépasser les vieux modèles, les quant à soi, le court-termisme, les critères financiers comme seul critère d'évaluation, et s'impliquer dans le cadre du bien commun et dans l'intérêt général. L'émergence du concept de raison d'être en France reflète bien une montée de l'intérêt pour la question du sens dans les organisations. Et formaliser cette raison d'être, ça permet de modeler une culture et on va en parler ce soir avec nos invités. Bien sûr, à un moment où il est difficile de recruter, la raison d'être ou la mission permettrait aussi de renforcer l'attractivité de sa marque employeur. Et c'est aussi un sujet qu'on abordera tout à l'heure. Et l'inclusion dans tout cela. De quoi parle-t-on et comment ce concept vient-il irriguer la question de la raison d'être et du sens? Eh bien, c'est ce que je vais vous inviter à découvrir ce soir avec nos invités, dès à présent, et grâce aux trois parties que nous allons vivre ensemble. Alors, une première partie sera consacrée à la recherche, une deuxième partie nous permettra de découvrir quelques retours d'expérience conseils entreprises,
Et une table ronde nous permettra d'évoquer l'articulation RH marque employeur. Catherine Voynet-Fourboul, que je vous présenterai tout à l'heure, et Eric Gauthier concluront notre soirée. Pour l'heure, je vous invite à accueillir Aziz Seni, qui occupait jusqu'en juillet 2022 la fonction de président de la commission Nouvelle Responsabilité Entrepreneuriale du MEDEF. Merci de venir nous rejoindre sur scène. Aziz est un serial entrepreneur et un serial investisseur à impact. Et il a créé Business Angel, le Business Angel des cités, fonds d'investissement consacré au développement économique des banlieues avec Claude Bébéard d'AXA, si je ne m'abuse, devenu par la suite Impact Partenaire, l'un des premiers fonds d'investissement à impact social en France. Actuellement, vous êtes président fondateur de Quartier d'Affaires, un réseau d'accompagnement à la croissance basé sur le mécénat de compétences des grands groupes au service des 55 000 TPE, PME qui nous entourent en France et qui sont installés aussi dans les 1514 quartiers prioritaires de la politique de la ville et qui emploient plus de 150 000 personnes, c'est pas rien. Vous êtes par ailleurs président d'une société d'investissement immobilier qui s'appelle Impact Real Estate, spécialisée dans l'immobilier de bureau dans les villes ayant en leur sein un ou plusieurs quartiers prioritaires de la politique de la ville. Et je vous laisse tout de suite la parole. Merci à toutes et à tous. Merci pour votre invitation à ouvrir un colloque apaisant, une rencontre qui va faire du bien dans ce contexte un peu tendu, un peu stressant, un peu angoissant. Raison d'être, inclusion, bienveillance, spiritualité, des choses dont on a besoin, des choses dont on parle trop rarement. Il y a quelques années, une vingtaine, lorsque je me suis lancé en tant qu'entrepreneur depuis Mantes-la-Jolie, depuis mon quartier, le Val-Fouré, j'avais pour ambition de gagner de l'argent tout en faisant du bien autour de moi. Et je me souviens de mes aînés, un certain nombre d'entre eux qui me prenaient par l'épaule, avec un petit sourire en coin, le petit jeune il est sympa, vouloir gagner de l'argent en faisant du bien autour de soi. Pour la génération qui précédait, c'était antinomique, ce n'est pas possible. Vous étiez ou code du commerce, obligation de rentabilité, ou bien code moral. Mais les deux avaient du mal à côtoyer. Et en fait, on a réussi. On était un certain nombre. On a un petit peu poussé, évangélisé, conduit à cette situation où aujourd'hui, parler de RSE, d'impact, de raison d'être, de cette vision de l'entreprise comme non pas un simple outil de production, non pas comme un simple outil à gagner de l'argent. Bien sûr qu'il faut gagner de l'argent, bien sûr que nos comptes d'exploitation sont importants, mais ce n'est pas uniquement ça. L'entreprise est devenue un acteur social implanté dans certains territoires. L'entreprise est une personne, on parle de l'ADN. Le champ lexical de la création d'entreprise est assez intéressant, d'ailleurs. On parle de gestation de projet, d'accoucher d'un projet. La moyenne pour créer une entreprise en France, c'est 9 mois. On avorte un projet. Beaucoup d'entrepreneurs parlent de leur entreprise comme d'un bébé. Donc, il y a tout un champ maternel, affectif, qui est très intéressant aussi à décortiquer. Quand on parle de raison d'être, à mon sens, et c'est ce que j'ai essayé à travers ce parcours et aussi à travers cette commission que j'ai co-présidée avec Dominique Carlac au MEDEF, c'est de continuer à promouvoir cette façon de faire du business, de l'économique, en faisant du bien autour de soi. Le mot inclusion, pour moi, il est très fort, parce que qui dit inclusion dit peut-être aussi qu'un certain nombre de personnes sont exclues. Parce que pour inclure, il faut aller chercher ceux qui ne sont pas dedans et qui sont à l'extérieur. Ayant grandi dans une banlieue, dans ces fameux territoires qui se sentent exclus, à juste titre, parfois, je vous renvoie à certains rapports de l'Institut Montaigne, de Fondapol, et tous ces rapports qui remplissent nos ministères, il y a effectivement un levier qui n'a été que très peu utilisé. Doit-on répondre aux problématiques sociales uniquement avec des réponses sociales?
Je ne le crois pas. Je crois que le levier économique n'a pas suffisamment été utilisé. On me dit 2 minutes, et comme je suis un entrepreneur, je parle hors taxe. Enfin, vous m'avez perturbé. Ouais. Je ne sais plus où est-ce que j'en étais. Où est-ce que j'en étais, pour savoir si vous écoutiez. Donc l'inclusion, c'est quelque chose d'important, aller chercher ceux qui sont exclus, nos banlieues, le levier économique, utiliser les entreprises, l'emploi, l'entrepreneuriat. C'est ce que j'ai essayé de faire à travers tout le parcours. Le dernier en date, c'est Quartier d'affaires, qui a été incubé au sein du MEDEF et qui a pour but, on a beaucoup fait sur la création d'entreprises dans les banlieues, on a très peu fait sur la croissance des entreprises existantes. Et nous, on croit profondément en cet outil, ces entreprises qui existent depuis 3, 5, 10 ans et qui peuvent localement recruter une entreprise qui croît, c'est une entreprise qui recrute, qui crée de l'emploi, qui a payé un petit peu plus de recettes dans ces territoires qui sont parmi les plus pauvres de France. Donc la raison d'être, il faut continuer à évangéliser, je crois qu'on va y arriver, et l'inclusion, elle doit être encore plus forte. J'ai beaucoup parlé des banlieues, je n'oublie pas les territoires ruraux, mais je n'ai pas la légitimité pour en parler parce que je ne les connais que très peu. Mais je ne les oublie pas. En tout cas, merci pour cette soirée. Je vais écouter avec beaucoup d'intention et j'espère qu'on repartira tous plus riches que quand on est rentré. Et je ne parle pas des poches. Hein. Merci beaucoup. Eh bien, maintenant, je vais laisser la parole à Catherine Voyer-Fauboul qui va nous accueillir au nom du CIFOP. Je rappelle juste que, pour ceux qui ne la connaîtraient pas, à mon avis, ils ne sont pas très nombreux dans cette salle, mais Catherine Voyer-Fauboul est maître de conférences, habilitée à diriger les recherches. Elle évoque depuis plus de 11 ans maintenant le thème de la spiritualité en l'associant au management et au leadership. Catherine publie également sur les questions d'identité. Catherine est vice-présidente de notre association Spiritualité au Travail et Management. Et Catherine pilote également la communauté épistémique, management et spiritualité du laboratoire de recherche en gestion de l'université Paris Panthéon-Assas. Et puis, faut-il le rappeler, mais Catherine est l'auteure de très nombreux ouvrages et elle a coordonné le livre « Le leadership spirituel en pratique » qui a été édité par EMS en 2011, avec, 2021, pardon, en 2021, avec plus de 40 contributeurs. Merci, Sandrine. Alors là, je ne vais pas prendre la casquette association, mais plutôt la casquette CIFOP, pour dire que c'est donc le CIFOP qui a le plaisir de vous accueillir. Et pour ceux qui ne le connaîtraient pas, je voudrais quand même dire quelques mots de présentation de cette école, grande école, qui vise à préparer les métiers des ressources humaines. Ici présents d'ailleurs se trouvent des étudiants qui représentent différentes composantes. Le CIFOP, c'est 5 diplômes de master et 2 diplômes universitaires. 2 diplômes universitaires, donc autrement dit, quand même beaucoup de gens aussi qui sont là dans les alumni, plus de 2000 alumni. C'est également 50 ans d'existence. Nous allons fêter ça le 25 novembre. J'espère qu'il y aura beaucoup de CIFOPiens présents pour ce moment de partage et de rencontre. Donc voilà ce que je voulais quand même bien préciser. Dire aussi que parmi vous, bien sûr, il y a des étudiants, des alumni. Il y a aussi donc les membres de la communauté épistémique. Et voilà, notre but, c'est d'arriver à pouvoir concilier les attentes de chacun, et aussi les amis des amis, bien entendu, tous ceux qui viennent par LinkedIn. Et ce qu'on a envie maintenant, c'est de répondre sans doute à l'attente RH, plutôt en matière d'inclusion, et des chercheurs peut-être plus en matière de raison d'être, ou peut-être aussi des consultants. Et c'est ce qu'on va essayer de faire, justement, en composant des binômes, en présentant de la recherche. Voilà en tout cas notre envie ce soir. Tu vas rester avec nous puisque tu vas accompagner Eric Gauthier, qui est ingénieur diplômé de l'INSA, que je vous demande d'accueillir, titulaire d'un doctorat en sciences de gestion de l'Université Paris Panthéon-Assas,
maître de conférences en management et anthropologue à l'université Gustave Eiffel, chercheur à l'Institut de recherche en gestion. Ses thèmes de prédilection sont la responsabilité sociale et environnementale, l'identité et la singularité. Ça tombe bien pour ce qu'on va faire ce soir, je crois. Pour interagir avec les publics cibles dans leur environnement réel, il privilégie la méthodologie ethnographique. Il est l'auteur d'une thèse qui s'appelle « La révélation de la singularité identitaire par un consultant » et de 2 livres intitulés « La raison d'être authentique » et « Vers une anthropologie de la RSE ». Donc je vous laisse intervenir sur le thème « L'ouverture à l'identité offre de réelles perspectives d'inclusion ». Si je passe au micro. Alors, peut-être quand même préciser un petit peu, cette recherche, c'est d'abord un premier binôme. Quelque part, c'est Eric qui est Montésard à une époque, hein, comme on dit, et moi qui encadre cette thèse. Et c'est plein de choses qu'on découvre au travers du cabinet de Patrick Mathieu, qui va présenter voilà, ce qu'il fait juste après. Et c'est aussi une autre thèse que j'accompagne sur la diversité. Et cette thèse que j'accompagne sur la diversité, elle me fait prendre conscience qu'il y a beaucoup de freins, il y a beaucoup de limites à cette diversité. Il y a en particulier le fait qu'on va souvent faire une sorte de business case. On va quelque part un peu vouloir faire autre chose de la diversité que ce qu'elle est. Et à partir de là, on se pose quand même beaucoup de questions. On constate que les chercheurs vont essayer de sortir un petit peu de ces critères de la différence, même si bien sûr c'est intéressant de se centrer sur ce qui fait la différence et la diversité. Mais de nos jours, on voit bien qu'on est en train de passer de la diversité à l'équité et à l'inclusion. Donc l'inclusion, elle va nous permettre d'apporter des éléments en plus qu'on ne trouve pas dans la diversité, à savoir l'accueil. C'est le fait qu'on va accueillir des personnes, c'est qu'on va leur donner une place, qu'elles vont pouvoir s'exprimer, donner le meilleur d'elles-mêmes. Donc c'est ce qui fait que cette approche sur cette inclusion est une promesse qui apparaît au moment de l'Académie of Management. Il nous est demandé, à nous chercheurs, de réfléchir à cette inclusion. Et on se dit, mais il y a matière dans les travaux très riches, les travaux ethnographiques qui sont menés au sein du cabinet, et on s'aperçoit qu'il y a des réponses possibles en matière d'inclusion. Et c'est tout ce qu'on va essayer de présenter juste après, en se disant aussi que cette diversité, elle est aussi porteuse d'une idéologie qui se veut maintenant un peu une idéologie qui impose au monde. Et nous, on se dit que finalement, le travail sur la raison d'être et sur l'identité constitue une colonne vertébrale très utile et très originale, auquel on ne pense pas, sur lequel on va pouvoir articuler l'inclusion. Voilà donc nos réflexions. Eric, je peux peut-être te laisser poursuivre sur la méthodologie. Je suis allée un peu vite. Oui. Merci Catherine de me permettre de partager cette recherche ici et de revenir aussi au CIFOP, puisque j'ai soutenu la thèse à Paris 2. Mais c'est aussi, en termes de méthodologie, l'occasion de valoriser l'intérêt d'une thèse qui est réalisée dans un cadre CIFRE. Puisque moi j'ai réalisé ma thèse au sein de la société Patrick Mathieu Singularité, qui m'a accueilli pour travailler sur les travaux de ce cabinet. Et à travers ça, ça permet de pouvoir observer à la fois ce qui se passe dans le cabinet en termes de méthodologie, mais de pouvoir aussi l'observer sur la durée, à travers les missions de conseil et aussi dans ses interventions dans les entreprises, et de pouvoir réaliser un certain nombre d'interviews qui nous ont amenés à réaliser cette recherche. Donc ce qui nous intéresse beaucoup, c'est ce binôme étonnant qui est constitué par le consultant et les personnes qui prennent des décisions dans les organisations. On estime que le métier de consultant est extrêmement enrichissant et intéressant à observer du point de vue de la recherche. Alors, ce qui nous amène en fait à présenter cette recherche en fait à deux voies, parce que à la fois j'étais observateur participant en tant que thésard dans le cabinet,
Et puis, de manière à pouvoir éviter les biais d'interprétation, il y avait un autre chercheur, qui était Catherine, et qui permettait de pouvoir travailler les résultats. Et puis ensuite, un deuxième chercheur nous a rejoint, David Bourriez, ce qui nous a amené à pouvoir produire cette recherche qui a été publiée à l'Academy of Management. Alors, deuxième intérêt aussi d'être là ce soir, c'est que nous allons pouvoir avoir un regard croisé, à la fois entre le point de vue des chercheurs, mais aussi le point de vue des praticiens, puisque Patrick Mathieu est là ce soir, accompagné d'un dirigeant d'une des entreprises qui ont fait partie de la recherche, puisque nous présentons un extrait ce soir. Ce sont 4 entreprises, dont une grande entreprise de logistique, et on aura l'occasion d'entendre aussi le point de vue d'un de ces dirigeants. Et ce qui a été fait dans le cadre d'un binôme interroge aussi, c'est pour ça qu'on est très heureux d'avoir Morgane Rolando qui va, avec la Fabrique Financière, va nous présenter une autre façon de faire vivre un binôme qui travaille aussi sur la raison d'être. Et c'est cette richesse, le fait qu'il n'y ait pas qu'une seule méthode, mais qu'il peut y avoir d'autres façons de faire qui nous intéressent. Alors, parmi les observations que nous avons réalisées, il y a à la fois la méthodologie et la façon dont le consultant s'y prend pour pouvoir travailler la raison d'être et générer l'effet d'inclusion, à la fois par le biais d'un prototypage, et ça a été la première observation qui mobilise le consultant, sa méthodologie et par un protocole, et notamment qui s'intéresse au vocabulaire dans l'entreprise du fondateur, et du vocabulaire aussi qui est véhiculé par l'institution. Alors quelque part, ça veut dire qu'il y a une zone d'expertise de la part du consultant, qui en fait le fondateur d'une lignée. C'est ça qui est intéressant. Cette expertise, elle se retrouve dans ce prototypage, qui est une sorte de catégorisation en fait, du langage. Et la deuxième phase est une phase qui est en intelligence collective, et là nous avons eu l'occasion d'observer des ateliers en intelligence collective qui ont été menés dans les organisations avec les principaux dirigeants, avec la team management, au sein duquel nous avons pu faire un certain nombre d'observations, puisqu'à ce moment-là, les mots, le vocabulaire des fondateurs, le vocabulaire des entreprises est partagé et assemblé avec l'ensemble des acteurs. Et donc ça nous a permis de pouvoir faire 2 types d'observations, à la fois l'intérêt d'une intelligence collective pour extraire la singularité de l'organisation, et puis une deuxième observation, c'est le texte qui est produit par les managers, par leurs dirigeants, et qui va permettre de pouvoir exprimer la singularité de l'organisation. Alors ici, on s'est inspiré d'un modèle théorique développé par Otto Scharmer. Sans doute connaissez-vous cette fameuse théorie U qui est enseignée ici au CIFOP et qui nous semble particulièrement intéressante, qui est très reliée à ce que l'on peut travailler en termes de spiritualité, puisque vous voyez, ce U, c'est le mouvement qui nous amène à un peu des choses très profondes à l'intérieur de nous-mêmes. Et donc on voit bien ce cheminement qui a été complètement adapté en la circonstance, l'analyse du binôme et ce qui est fait pour travailler l'identité et la raison d'être. En réalité, vous voyez, on passe de questions qui sont des questions assez standards, le quoi, c'est une question assez simple, assez matérielle, pour petit à petit, vous voyez, arriver sur le comment, donc la manière dont on va faire les choses, et enfin la question la plus difficile, généralement, c'est la question du pourquoi. C'est celle qui éveille les sens en particulier. Donc on voit bien qu'on a toute cette descente qui passe du quoi au comment au pourquoi est présentée par Otto Scharmer, et on a bien pu l'observer que au moment de la question du pourquoi, il y a beaucoup de choses qui sont relatives à la question du soi. Parce que ces méthodes, bien sûr, elles interrogent à la fois sur l'organisation, mais aussi sur les individus. Donc on a ces 2 plans apparaissent concomitamment, et quelque part, elles amènent à nous interpeller à propos de nous-mêmes. D'où l'inclusion du soi qui apparaît, dont on donnera quelques éléments. Et puis ensuite, il y a des travaux de groupe qui apparaissent. On pourrait par exemple imaginer des formes de design thinking ou autre. Tout ce qui est travail de groupe, quelque part, va permettre de générer une inclusion du groupe qui est accompagnée
naturellement par le consultant. Et enfin, ce qui compte énormément, le troisième point, c'est l'inclusion du sens. C'est quand on en ressort avec du sens. Peut-être que tu pourrais... On va vous montrer quelques verbatimes. Effectivement, nous avons les trois formes d'inclusion, l'inclusion du soi, l'inclusion du groupe et l'inclusion du sens. Et qu'au fur et à mesure, ou après la catégorisation du profil de singularité par le consultant en tant qu'expert, ce sont les dirigeants, les managers qui prennent le relais à travers ces ateliers d'intelligence collective. Et le consultant n'a plus qu'un rôle de facilitateur, puisque ce sont les participants, les acteurs qui vont eux-mêmes élaborer la raison d'être, le texte de singularité de l'organisation. Alors, on pourrait simplement rajouter ce qui a fait quand même le côté central de la thèse, c'est que le fait d'arriver sur le bas, sur le pourquoi, ça passe par une révélation. Ça, c'est aussi quand même quelque chose qui montre la dimension spirituelle, un peu invisible, mais bien ressentie par les personnes. Donc voilà ce point qui me semble intéressant, qui est vraiment, on a été très surpris de cette question de la révélation de l'identité. Voilà, alors pour donner quelques éléments de repère par rapport à l'inclusion du soi, on a en fait, c'est une observation que l'on a pu réaliser, que les participants ressentent du soutien, du soulagement, de la liberté, même de la joie qu'ils ont exprimée. Ils peuvent réfléchir à ce qu'ils étaient auparavant, à ce qui s'est passé à travers une nouvelle grille d'analyse. Ils ont aussi une vision plus réaliste du chemin qui est à parcourir. Ils peuvent aussi se projeter sans avoir à transiger ou à renier leurs principes ni leurs valeurs. Et en étant conscients de leur singularité, les individus se sentent aussi légitimes à agir. Et plutôt que de vouloir ressembler aux autres, en gommant leurs différences, ils ont plutôt envie de vouloir valoriser leur sens, leur dignité. Concernant l'inclusion du groupe, qui intervient dans une deuxième phase, elle se manifeste par la bienveillance, par l'envie de mieux comprendre les autres, d'éviter les conflits, d'être moins jugeant, améliorer ses relations, écouter plus, parler moins, éviter la domination. Et il y a aussi un niveau de confiance qui se développe dans le fonctionnement de l'équipe. Et l'inclusion va générer de l'énergie, de la force. Et donc elle va stimuler l'action et augmenter le niveau de compétence. Alors on pourrait se dire, mais pourquoi ça se produit de cette façon? Parce qu'il y a eu à un moment donné une sorte de prise de distance par rapport à ce qu'est l'organisation. Donc c'est ce détachement par rapport à l'organisation qui est absolument central pour expliquer ce phénomène d'inclusion, y compris l'inclusion de groupe. Voilà. Et en fait, sur le sens, lorsque les managers, les dirigeants se trouvent ou sont confrontés à une période d'incertitude, ou traversent une période de doute, ils vont pouvoir trouver un nouvel élan. Et l'équipe en elle-même peut aussi trouver un point d'équilibre à partir duquel elle pourra reconstruire. Alors ce sont gommer aussi les différences entre les stratégies, entre la tactique, entre les projets de transformation à l'interne. Mais on vous a donné quelques verbatims pour l'inclusion du soi. Là, la personne dit « j'ai réalisé que j'étais à ma place ». Il y a eu confirmation d'un alignement entre ma personnalité profonde et mon travail, ce qui m'a permis de sécuriser ma position. Cela m'a rassuré. Le mot alignement, par exemple, c'est vraiment fondamental. Le terme qui revient souvent. Sur l'inclusion du groupe, ce directeur exprime son impression par rapport à l'exercice des mots et de la phase qui a été produite avec le vocabulaire de l'entreprise, du fondateur ou de l'institution. Il a été touché à quel point cela avait créé une dynamique dans le groupe auquel je participais. Et enfin, concernant le sens, nous nous sommes tous sentis alignés et homogènes quant à la meilleure façon de traiter un sujet, car ce sont des éléments qui révèlent notre singularité. Et effectivement, on reprend ce mot de révélation qui en fait est apparu dans les propos de l'ensemble des personnes que nous avons interviewées. Et qui a été aussi observé par des vidéos. Et par des vidéos, on a fait une vidéo ethnographie qui était assez probante. Voilà, alors quelles leçons tirer de cette méthode, et notamment de l'approche ethnographique? Elle nous a permis de mieux comprendre le rôle du consultant en tant qu'agent d'inclusion, à la fois par la méthode et par le processus qu'il a mis en place. Et donc on a distingué l'objectif du processus. L'objectif, c'est l'intervention sur l'identité organisationnelle qui augmente l'auto-inclusion, l'inclusion du groupe et l'inclusion du sens. Et puis, il y a le processus, qui est l'inclusion des membres qui se situe dans l'expression de leur singularité et leur préparation à l'action.
Et on montre ainsi à travers cette recherche qu'à travers l'inclusion, on dépasse le stade idéologique pour se situer finalement à un niveau opérationnel dans l'entreprise. Merci beaucoup. Écoutez, on va passer de la recherche à la pratique. Alors, on va faire ça comment? On va recevoir des binômes que je vais tout de suite vous présenter. Donc, Patrick Mathieu, qui est fondateur et CEO de Patrick Mathieu Singularité, dont on vient un petit peu déjà de parler avec Eric. 3 thèses, dont une dirigée par Catherine, ont été réalisées sur ces travaux. Patrick développe depuis 25 ans des recherches, des modèles et des applications opérationnelles autour de ce fameux concept dont on vient de parler de singularité des individus et des organisations, vecteurs d'expression de leur dimension spirituelle. En tout cas, c'est sur quoi tu t'appuies. Et parmi ces principaux projets récents, la raison d'être de la SNCF, de la Maïf, la singularité des marques de Covea et bien sûr, Jeffco, que nous recevons aussi ce soir, avec la présence, alors je vais vous demander de vous asseoir, de Stéphane Millet, qui est depuis 10 ans directeur des ressources humaines et membre du comité exécutif du groupe Jeffco, qui est un expert mondial de la supply chain et qui est leader européen de la logistique automobile. Alors pour vous donner une idée, quand même, Jeffco, c'est 15 000 collaborateurs et collaboratrices dans 47 pays. Donc là, on est dans une très grosse organisation. Et il a précédemment exercé au sein de très grands groupes internationaux, essentiellement dans la tech, comme Adobe, ça veut dire quelque chose à peut-être tous ceux qui travaillent un peu dans le domaine du graphisme, Microsoft et Apple. Donc je vous en prie, asseyez-vous. Et puis pour compléter ce retour d'expérience entreprise conseil, j'appelle Morgane Rolando, donc, qui a été aussi citée tout à l'heure par Catherine, qui est fondatrice et CEO de Corporate Shaman Paris, qui accompagne des clients dans l'alignement entre la raison d'être et le modèle économique. Morgane a été dirigeante internationale dans la technologie et l'innovation, spécialité en MEA, auprès de clients tels qu'Autodesk, EMC et PeopleSoft. Elle a été aussi experte en capital investissement auprès de fonds comme Abenex, Salesforce, Venture, Partner Group et Eurazeo, des investisseurs qui sont en start-up à impact également. Et c'est une entrepreneuse et aussi Morgane est chamane. Donc c'est un peu sa singularité, puisqu'elle a aussi un pied dans le monde de l'invisible. Et c'est ça qu'on va voir aussi un peu aujourd'hui. Donc elle est conférencière internationale et auteure de nombreux articles et de Connectez-vous à l'âme de votre business, édité en 2021, et vous présente là. Est-ce que tu veux bien nous rejoindre? Et Morgane est accompagnée d'Arthur Jacquemin, que nous accueillons, s'il vous plaît, qui est fondateur et CEO de la bienveillance financière. À côté de Morgane, s'il vous plaît. Voilà. La bienveillance financière, c'est une fintech à mission. C'est une plateforme de conseil patrimonial augmenté à disposition des conseillers financiers et des conseillers en gestion de patrimoine. Je pense qu'on va en savoir plus dans pas longtemps. Il est déjà reparti? J'arrive, je reviens. Ah bon. Bien, eh bien écoutez, en attendant que Arthur revienne, Patrick et Stéphane, votre expérience, comment vous avez collaboré, comment se gère ton intervention, Patrick, dans le cadre qui nous préoccupe? Ah oui, un micro c'est mieux. Voilà. Peut-être pour démarrer, bonsoir à tous. Je propose que Stéphane, tu nous resitues un peu le contexte de Jeffco, la manière dont on a eu le plaisir de démarrer cette mission il y a quelques années. On a commencé en 2015 en fait, et ça a commencé avec une réunion où le DRH prend des baffes auprès de son CEO, puisqu'il me disait on va envisager le futur de la boîte et puis on va doubler le chiffre d'affaires. Et je me dis ok, en quoi c'est intéressant, donc je me suis fait engueuler. Et puis finalement,
réfléchi, c'est un mec très intelligent, qui est passionnant. Il dit ok, on va travailler sur un projet qui s'appelle Destinée, savoir où on va en fait. Et puis évidemment très vite Patrick, Mathieu et Jean-Noël Félix de Balthazar se sont invités dans le cercle. Et on s'est dit finalement d'où vient-on quoi. On s'est posé une question assez fondamentale. On n'a jamais répondu à la question de la destinée, hein, mais on a répondu à la question du pourquoi finalement, grâce au travail qu'on a fait ensemble. Donc en fait, le travail qu'on a fait dans un premier temps, ça a consisté effectivement à comprendre l'histoire de l'entreprise. Et quand on se pose des questions d'évolution, c'est qu'en général, il y a des choses qui bloquent. Il y a toujours des freins, sinon ça évolue un peu naturellement. Et donc le premier travail qu'on a fait, ça a été de mener des entretiens, comme Eric l'a présenté tout à l'heure, donc auprès d'un certain nombre de gens d'entreprise, dont évidemment une grande partie du comité de direction, pour essayer de comprendre un peu où se situent les blocages, où se situe la dynamique de l'entreprise, d'où elle venait. Jeffco, c'est une entreprise qui a été créée par le groupe PSA, donc de Peugeot Citroën à l'époque, et avec une relation très compliquée, parce que c'était une filiale, et donc il y avait beaucoup d'enjeux. Et en fait, on est passé dans un premier temps à dénouer des enjeux qui bloquaient un peu la situation et à comprendre, au fond, quelle était la dynamique fondamentale de l'entreprise. Alors, c'est compliqué de parler de spiritualité parce que dans une entreprise, dès qu'on dit ce mot-là, tout le monde s'enfuit. Donc on n'en parle pas beaucoup en tant que tel. Par contre, ce qui est important, c'est de comprendre qu'une entreprise, il y a un esprit qui traverse le temps. Alors ça, c'est plus entendable. Déjà, le mot esprit, je ne sais pas pourquoi, il s'entend mieux que le mot spiritualité. Parce qu'on parle d'esprit d'entreprise, on parle de choses comme ça c'est encore acceptable. Donc on essaie de trouver les mots pour faire ces choses-là. Et donc nous, on parle de singularité, qui est du coup un mot un peu bizarroïde, mais qui du coup est nouveau, donc il n'est pas connoté trop négativement. Et ce qu'on essayait, c'était de comprendre, au fond, qu'est-ce qui drivait cette entreprise, qu'est-ce qu'elle amenait. Et on s'est rendu compte que c'est une entreprise qui était porteuse d'une capacité de rupture, une capacité à faire les choses vraiment très différemment des autres, et qu'elle l'avait oublié, au fond. Oui, non seulement elle l'a oublié, mais en plus elle n'y croyait pas trop. Donc on a fait en fait ce qu'Eric a décrit, hein, c'est-à-dire de tout le processus de révélation, parce que c'est une vraie révélation, dès lors que c'est défini de manière un petit peu ex abrupto, ça ne marche pas. Lorsque c'est révélé, effectivement, tout à coup ça prend une dimension assez extraordinaire et ça fait du sens. Juste pour finir là-dessus, dans le même temps, on s'est posé des questions de symétrie, d'attention, d'intention, client-salarié. Donc on a vraiment pris, je ne dirais pas toutes les parties prenantes, parce qu'on a exclu l'actionnaire, qui était un actionnaire russe, d'État. Vous avez exclu très vite du processus, mais en revanche, on a inclus les salariés et les clients très très vite. Et donc, ce qui est apparu, c'est que cette entreprise, elle avait une caractéristique, c'est que finalement, le monde de la logistique est un monde où tout le monde fait un peu la même chose, hein, quand on regarde un peu loin, et dont Jeffco était convaincu qu'il faisait comme les autres. Vous savez, dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On finit par vendre moins cher, hein, parce qu'on se bagarre là-dessus. Et donc, nous, évidemment, c'était pas du tout l'idée qu'on avait. On avait envie de comprendre où il y avait de la valeur. Et en fait, on a entendu plein de choses, des exploits, des gens qui faisaient des trucs incroyables, etc. Et on s'est dit, et on a fait un petit exercice en disant, qu'est-ce que vous valorisez dans ce que vous faites? Et tout ce qui était incroyable était offert en cadeau aux clients. Et là, on s'est dit, ça va pas, ils passent à côté d'eux-mêmes. Et donc, ce travail qu'on a fait, ça a été de faire émerger, au fond, ce qui était derrière ces choses extraordinaires, qui créaient de la valeur. Et donc, on s'est rendu compte que Jeffco, c'était le seul grand logisticien qui était né dans l'industrie. C'est-à-dire que les autres sont nés du transport. Et eux, ils étaient nés des voitures qui avaient besoin d'être transportées. Et donc, il y avait une intimité avec le monde industriel extraordinaire. Et donc, ça a généré un concept, je peux le dire, qui s'appelait, en anglais, Infinite Proximity. C'est-à-dire qu'on est infiniment proche des clients par rapport à n'importe quelle autre entreprise. Et quand ce truc-là est apparu, c'est devenu progressivement une révélation. Je pense que le premier jour, tout le monde a détesté. Tout le monde nous a dit que c'était n'importe quoi. Bon, je me souviens de la première réunion avec le CODIR international, ils avaient écrit ce truc-là, puis ils se sont dit, ouais, bof. Et puis, 3 semaines après, c'était devenu le slogan, tout le monde parlait de ça, et c'est comme ça qu'on a démarré, au fond, l'engagement des gens. Oui, donc on va peut-être aller rapidement à un des éléments qui est l'inclusion du sens. J'avais posé la question. Merci d'avoir posé, je l'ai entendu en fait.
l'inclusion, spiritualité, en fait. exactement. L'inclusion du sens et comment ça s'est matérialisé. En fait, une fois qu'on a dit Infinite Proximity, on a fait un tour du monde en 47 pays. Donc on a fait une vingtaine de dates. Patrick est venu, je ne sais plus, en Argentine ou en Hong Kong, je ne me rappelle pas. Et là, évidemment, vous avez dans toute audience jusqu'à 200, 500, 700 personnes, un tiers des gens qui disent bah, c'est génial, je me reconnais, mais c'est fabuleux, mais pourquoi on n'a pas écrit ça plus tôt? Vous avez un tiers qui est relativement neutre, et puis vous avez un tiers qui disent les gars, il faut arrêter ce que vous prenez parce que c'est pas bon pour vous ni pour la boîte, quoi. Donc le processus de révélation s'accompagne, alors Aziz a parlé d'évangélisation, c'est pas forcément le terme, mais s'accompagne d'une forme un petit peu plus initiatique, on va dire, où petit à petit les gens sont convaincus, mais ils sont convaincus dès lors qu'on est capable de démontrer comment arriver à mobiliser cette raison d'être dans le quotidien. Et un des éléments très importants, ça a été de retraduire cette raison d'être dans ce qu'on a appelé des principes d'action. Et donc il y a eu un petit guide, c'était un petit leaflet, alors je ne l'ai pas amené là, mais c'était petit format qui tient dans la poche, dans lequel on a traduit ça sous forme de 10 principes, qui se traduisent dans le comportement de chacun. Donc on avait fait le tour de tous les métiers de GEFCO, pour essayer de comprendre comment cette raison d'être, au fond, qui était un peu plus longue que Infinite Proximity, mais qui était un petit texte, comment elle se traduisait dans quelque chose qui prenait sens dans l'action de tous les métiers. Donc, les métiers internes, les métiers de transport, les métiers d'organisation, etc. Et donc, ce principe-là, c'est ça qui a été partagé, en fait, très largement. Et on a mis en face de ça des réalisations réussies, pour montrer à l'entreprise que quand elle réussit, c'est comme ça qu'elle réussit. Parce que c'est très compliqué autrement de voir ça apparaître comme un objet extérieur. Ce qui est important, c'est vraiment de reconstituer pour tout le monde le fait que ça vient bien de ce qu'on fait, et c'est quand ça marche qu'on fait comme ça, mais on ne le fait pas tout le temps. Peut-être un exemple, une entreprise de logistique est confrontée, comme beaucoup d'autres entreprises, à des appels d'offres, et il faut comprendre exactement ce dans quoi vous engagez. Et il y a un des principes qui s'appelle Explore, donc tout est en anglais. Et en fait, on avait édité une carte, et c'était un chameau vu de face. Et juste pour vous dire que ça a parlé à tout le monde, explorer, c'est si vous ne faites pas le tour, vous ne savez pas si c'est un dromadaire ou un chameau. Donc il faut faire le tour. C'est pareil pour un client. Et en fait, on s'est rendu compte que les gens avaient l'habitude de travailler dans leur bureau, sur ordinateur, etc. Et qu'au fond, ils ne savaient pas s'intéresser intimement aux clients, alors que c'était l'ADN de l'entreprise. Et donc, à partir du moment où on a créé des autorisations, et en fait, ça, c'était un phénomène qui est extrêmement important dans l'inclusion, c'est que les gens se sentent autorisés à faire des choses dont ils ont envie, mais dont ils pensaient que ce n'était pas possible. Et là, au niveau à la fois individuel et collectif, parce que là, ça se joue des deux côtés, on s'est rendu compte qu'en fait, les managers relayaient ça extrêmement bien, et que c'était vraiment quelque chose qui les a engagés. Et d'ailleurs, on a même pu après mesurer l'engagement. Je vais peut-être te laisser parler. Absolument, on a été aussi interpellés par les salariés, en disant, mais là, moi j'ai été interpellé par certains en disant, mais là Stéphane, t'es pas très Infinite Proximity quand même. Et donc ça donne l'occasion de rappeler que la démonstration qu'on peut faire d'une raison d'être, elle part d'une démarche très modeste en fait. C'est-à-dire c'est tous les jours et on n'est pas toujours très fier de ce qu'on fait dans le quotidien. Donc il faut savoir se remettre en question. Il y a un élément qui est la mesure. Et donc deux mesures pour nous ont été importantes. La première, t'allais poser la question. La première, c'est enquête d'engagement. Donc on a mis en place des enquêtes d'engagement qu'on n'avait pas auparavant, avec clairement des questions sur la raison d'être, sur comment mobiliser cette raison d'être, et à quel point, ou pas d'ailleurs, cette raison d'être faisait écho. Et donc on a eu de très très bons résultats, même si les taux d'engagement n'étaient pas magnifiques. Et on était à 35% de personnes engagées dans la boîte. On a fait une enquête au niveau global. Et 35, avec mon patron, on a déprimé pendant 3 semaines en se demandant si on était vraiment fait pour cette boîte. On est passé à 45, donc notre morale est là, on est à 55, donc c'est plutôt pas mal. Et puis le dernier point de mesure, c'est finalement la surperformance que ça crée.
qu'on parle d'engagement, mais comment on mesure la performance? Évidemment, il y a la performance économique et il y a la surperformance. C'est-à-dire, lorsque cette raison d'être n'est pas mobilisée, vous avez une performance qui est probablement dans la moyenne des acteurs du secteur. Et on a eu une performance remarquable, notamment en profitabilité. On a exprimé sous forme d'équation, alors je suis un littéraire et pas du tout amateur. Écoutez bien, parce que l'équation... Écoutez bien et reprenez-moi si jamais vous ne comprenez pas, parce que moi j'ai encore du mal à comprendre un peu quelques années. Et donc on a dit la surperf, en fait, c'est le produit de l'expérience client et de l'expérience salariée à la puissance de la raison d'être. Vous avez 3 heures. Vous avez 3 heures. Et je peux ajouter une chose, je ne sais pas si vous avez suivi les événements ces derniers temps, mais les entreprises avec un capital russe, ça ne le faisait pas. Donc GEFCO a été revendu à un groupe français qui s'appelle CMA-CGM, et donc a été fusionné en fait dans une entreprise très récemment qui s'appelle CEVA. Donc il y a eu des changements importants, et donc c'était une période extrêmement troublée, malgré des très bons résultats. Et ce qu'on a constaté, c'est que l'engagement des gens est resté hyper fort dans cette période-là, et que vraiment les dirigeants, Stéphane et puis d'autres dirigeants avec qui on a parlé de GEFCO ont dit, mais si on n'avait pas fait ce travail-là, les gens n'auraient pas gardé le même niveau d'engagement, donc ça crée la résilience aussi, en conservant les résultats. Juste avant de vous quitter, en quelque sorte, tout à l'heure, dans la recherche, Eric et Catherine ont parlé des 3 étapes de l'inclusion, soi, groupe et sens. Vous avez fait ça? Vous avez fait ça comment? Vous avez des exemples à dire? On a fait exactement comme ça, on a suivi... Non, je reprendrai moi démarche initiatique qui rejoint les 3 à chaque fois lorsque on nous posait les questions, et parfois en Argentine on a eu des questions relativement précises sur le sujet. On a pris l'image du caillou dans le lac. Et donc, vous avez la première ronde, le premier cercle, le deuxième, le 3, etc. Et puis ça revient. Et donc, c'est comme ça qu'on a procédé. On a procédé par cercles, finalement, qui se sont élargis. Et à chaque fois, on a enrichi le processus. Puisqu'au début, on n'y croyait pas nous-mêmes. Hein. Infinite Proximity, on se demandait ce qu'on avait sorti. Et donc, voilà un peu l'exemple que je donnerai sur l'inclusion du groupe. Après, est-ce que, pour reprendre ce que disait Aziz, dès qu'on parle d'inclusion, on parle forcément de gens qui ne se reconnaissent pas. Et c'est vrai, il y a un pari sur le fait que les gens se reconnaissent, et finalement ils se reconnaissent. Mais malgré tout, on a des gens qui ne montent pas dans le train, quoi. Ça c'est clair. Malgré les efforts faits, pour expliquer, pour être très très pédagogue, des gens qui ne sont jamais montés et qui sont d'ailleurs partis. La raison d'être dans tout ça, c'est uniquement l'application de la loi Pacte, ça va plus loin. Il y avait pas d'impact à un moment, on l'a fait. Hein. Donc c'était avant. Mais indépendamment de ça, ce qui est important, c'est dans le travail qu'on fait, c'est vraiment cette idée de faire progresser la conscience. Et je pense que l'esprit de la loi Pacte, il cherche à faire ça. À la lettre, on peut le traiter aussi comme un gros habillage RSE. Là, le RSE n'était pas le sujet principal. C'était vraiment, enfin, il y avait le côté humain, mais il y avait plutôt quelque chose de global au niveau de l'entreprise. Et donc, je parlerai plus de l'inclusion du sens comme perspective que l'inclusion RSE. Et à ce titre-là, j'ai l'impression que ça va un peu plus loin que la loi Pacte. Et en général, quand on travaille sur d'autres projets de ce type-là avec d'autres clients, on essaye d'amener ça dans une contribution qui est vraiment propre à l'entreprise. Et donc, on pousse, disons, le raisonnement de raison d'être dans sa dimension la plus spécifique possible, pour pas simplement cocher les cases ou être un peu en avance sur les autres. Moi, je vois un panneau avec Christophe, il faut qu'on arrête. Ben, ça tombe bien. Merci. À Morgane et à Arthur. Alors, toi, Morgane, comment tu fais? C'est quoi ton intervention et comment tu te situes par rapport à tout ça? Comment je me situe? Donc moi, comme tu l'as dit tout à l'heure, j'avais un pied ancré dans la rationalité, dans les fusions-acquisitions en tant que dirigeante financière. Et c'est vraiment tout cet aspect du confinement qui nous a heurté il y a 2 ans, qui m'a fait dévoiler un peu plus au grand public
comme tu l'as dit, des capacités chamaniques qui me servaient dans mon réseau proche pour m'intéresser beaucoup plus à l'entreprise. L'entreprise est aussi une personne morale juridiquement, mais c'est aussi un organisme vivant et qui est vraiment en quête de sens. Et ce confinement, cette séparation du chacun chez soi, l'a fait exploser encore plus, même à la suite de la loi Pacte. Et c'est sur cette lancée, donc en 2020, je me suis dit, mais c'est bien sûr réunir la rationalité avec l'invisible et le monde du chamanisme pour avoir travaillé dans l'alignement, la quête de sens, le why de Simon Sinek, le pourquoi nous sommes là, pourquoi l'entreprise, qu'est-ce qu'elle a à réaliser en tant que raison d'être, en tant que mission, en tant que chemin, en écho avec celui de ses parties prenantes, dont ses fondateurs, ses actionnaires, ses clients, comme vous avez parlé. Et en parallèle, une entreprise a aussi besoin de vivre et d'avoir une rentabilité financière, chose que je sais faire. Donc, l'objectif était vraiment, et c'est comme ça qu'est né Connectez-vous à l'âme de votre business, d'aller se connecter à la mission de l'entreprise en lien avec la mission des dirigeants et tout en pensant aux KPIs financiers qui lui permettent de dérouler sa mission sur le temps. Donc on a introduit un nouveau mot qui a l'air d'être accepté, c'est l'âme. C'est ça. Très bien. Et donc Arthur, dans tout ça, il a fait comment avec ces questions de raison d'être et d'inclusion? Parce que j'ai cru comprendre que c'était un peu votre sujet, l'inclusion. Oui, bonjour à tous. Alors, juste pour situer le départ, moi j'avais rencontré Morgane, elle nous avait aidé pour une levée de fonds à formaliser un business plan. Donc vous voyez, quand on a échangé comme ça, vous savez, quand on se donne des nouvelles post-confinement, c'était intéressant de voir un peu le chemin qu'elle avait fait. Et donc nous, juste pour revenir un petit peu sur le début de l'histoire, parce que moi je suis un entrepreneur, donc je représente effectivement un aspect pratico-pratique, avec une entreprise qui sont de beaucoup plus petite taille, même si le chemin, la méthode, finalement, on s'y retrouve. Donc déjà la bienveillance financière, c'était quelque chose qui vous a interpellé. Déjà sur l'ADN, le projet entrepreneurial, l'idée de départ, déjà de réconcilier des termes, des univers qui sont déjà intrinsèquement très éloignés du client. Hein, aujourd'hui, dans l'industrie financière, je ne sais pas si vous avez déjà développé de l'affect avec votre conseiller bancaire, vous voyez bien qu'on part de zéro. Et pourtant, vous êtes tous conscients ici de votre niveau d'études et les métiers qui vous intéressent, que la gestion de patrimoine, il y a des moments clés dans la vie. On parle de la réforme des retraites, on parle de la transmission du patrimoine, on parle de la gestion de la dépendance, on parle pour des familles de tiens, je vais faire mon premier investissement immobilier, comment je le finance. On sort du confinement maintenant, les Français, beaucoup d'entre eux, en tous les cas les cadres, on a 2 résidences principales. On en a une sur son lieu de travail et puis maintenant on s'est découvert qu'on pouvait faire un aller-retour en TGV. Si on est plus 5 jours sur 5 au travail, bah, ça veut dire que sa gestion de patrimoine est impactée. Donc déjà, cette idée de bienveillance financière, si je reviens à ce que nous, vous allez voir, on est dans un univers qui est normé, hein, dans l'industrie financière, vous savez qu'il y a beaucoup d'agréments pour faire le métier qu'on fait, qui est du conseil patrimonial. Pour avoir le droit d'exercer, il faut des diplômes universitaires, mais en plus, il faut des agréments pour avoir le droit de prodiguer ce conseil. Donc déjà, le point de départ, c'est de se dire comment on fait de cet oxymore et comment on part du constat que des gens, même diplômés, devant ces grands aspects de la gestion de patrimoine, sont démunis. C'est un travail universitaire, c'est le CREDOC, 2011, je vous encourage tous à le lire, Culture financière des Français. C'est incroyable, on part de zéro. Quand on dit aux Français, vous avez 100 € placés à 2% pendant un an, vous avez combien? On en perd déjà un nombre considérable. Quand on demande aux Français c'est quoi une obligation, c'est quoi un green bond, c'est quoi l'ESG, c'est quoi la gouvernance en entreprise, c'est quoi la gestion prévisionnelle des carrières, on perd tout le monde. Et pourtant, c'est des concepts fondamentaux. Donc ça m'a toujours interpellé de se dire mais qu'est-ce qu'on peut faire pour que des gens qui sont concernés, qui ont besoin de ça, s'y intéressent et comprennent. Parce que vous avez des gens, ils vont dire t'inquiète pas, j'ai un notaire, ils reviennent du rendez-vous, ils me disent Arthur, il est super mon notaire, j'ai rien compris. Donc déjà l'idée de départ, la bienveillance financière, c'est déjà d'apporter de la bienveillance. Et vous voyez qu'entre-temps, au fil des années, c'est devenu un mot à la mode, ça n'était pas en 2016 quand on crée l'entreprise. Donc ensuite, nous, pour être très clair, donc on est une start-up, donc nous on est 15 ans aujourd'hui, donc FinTech, contraction de finance et technologie, nous la finance,
c'est ce qu'on appelle, nous, l'ingénierie patrimoniale. C'est du conseil patrimonial global. On est un petit peu, pour que ce soit clair pour tout le monde, médecin en patrimoine. C'est-à-dire que nous, on veut que sur n'importe quelle thématique que j'ai commencé à citer, vous en avez sûrement plein en tête, on soit capable d'apporter aux clients de nos clients, puisqu'on fait du B2B, une approche, c'est la réunion d'un notaire, d'un expert comptable, d'un agent immobilier, d'un banquier, d'un avocat en droit de la famille. C'est tout ce conseil et ces différentes expertises qui existent, on les rassemble. Et grâce à la technologie, parce que nous on est très centré sur la data, on parlait beaucoup d'ADN, donc nous on a une culture client, on veut qu'ils comprennent, et en plus on utilise la donnée, ces données personnelles, ces données c'est, vous savez, un formulaire, les CRM de votre banque, vous avez déjà communiqué un certain nombre d'informations, votre rémunération, votre statut marital, votre nombre d'enfants, votre structure de rémunération, votre plan de carrière, vos objectifs. Tout ça pour nous c'est des données, et grâce à l'intelligence artificielle, ce conseil patrimonial qui était autrefois réservé, on va dire pour être très clair en France, à ce qu'on appelle les clients de la gestion de fortune, pour être simple, ce qu'on arrive à rendre accessible désormais dans une banque traditionnelle, dans un institutionnel, si vous n'avez pas 2, 3, 4, 5 millions d'actifs financiers à placer chez eux, vous n'accédez pas à un ingénieur patrimonial. Vous avez ce qu'on appelle un conseiller financier, vous l'avez tous vécu, dès que vous avez touché une prime, vous avez le conseiller qui vous appelle en vous disant « Est-ce que vous connaissez l'assurance vie ?» Voilà, vous avez tous vécu un prêt immobilier pour certains, vous avez vu le nombre de papiers que vous avez signés, puis après il ne se passe plus rien dans la relation. Voilà. Donc ça, c'est vraiment cette idée, donc FinTech, contraction de finance et technologie, volonté du sens, et aussi, si je reviens sur les objectifs de développement durable qu'on avait nous par rapport à l'ONU, il y en a un qui nous tient très à cœur tout de suite, c'est ce qu'on appelle, vous savez, accès à de l'éducation de qualité pour tous. C'est cette idée qu'en plus de cette expertise que j'ai commencé à vous décrire, il faut parler en français. C'est-à-dire qu'il faut que toute cette restitution, une fois qu'on a les données sur vous, que votre conseiller qui fait appel à nos services de la bienveillance, il soit capable de vous de vous inscrire dans l'action. Vous comprenez, vous avez un enfant handicapé, vous voulez savoir concrètement comment traiter cette situation. Vous êtes un chef d'entreprise, vous voulez savoir concrètement, à tout point de vue, comment le transmettre aux gens de votre choix. Donc vous êtes indépendant, vous voulez savoir comment vous vous rémunérez entre du salaire et du dividende. Je ne vais pas rentrer dans des sujets précis, je vous rassure, mais simplement, vous voyez que ces choses-là, il faut être capable d'y répondre concrètement. Et donc c'est pour ça que pour nous, la raison d'être, on a bien vu qu'on était différents. On a bien vu que par rapport à des acteurs institutionnels, on était capable de démocratiser, de propager ce conseil patrimonial. Et donc pour nous, la raison d'être, dès le départ, on avait cette singularité, parce que nous, dès le départ, on avait cette capacité à faire les choses différemment, et pour faire simple, à rendre cette expertise beaucoup plus accessible. Merci. Et c'est dans ce contexte, donc quand on s'est retrouvés après le confinement, que là on parlait de plus en plus d'entreprises à mission, de raison d'être inscrites dans les statuts, car qu'on a vu avec Arthur, mais oui, c'est dans les statuts que l'ADN doit se représenter, qu'il soit, même s'il est ressenti à l'intérieur de l'entreprise, que ce soit avec ses employés ou avec ses actionnaires, il a besoin de rayonner pour que les clients le comprennent. Les clients, qu'ils soient B2B ou B2B2C, donc les particuliers. Et là, l'idée qu'on a eue, c'était vraiment d'inclure, donc on est vraiment dans l'inclusion, pour définir ensemble avec les salariés quel allait être le verbatim de la raison d'être et le ressentir au plus profondément. Donc c'est là qu'on fait intervenir l'invisible, les vibrations de chacun, pour pouvoir le faire ressortir. Donc au début, on a beaucoup rigolé dans la préparation en se demandant mais comment est-ce qu'ils vont ressentir les exercices qu'on va leur donner, puisque on sortait du cadre traditionnel de l'entreprise, de ce qu'on apprend en école de commerce. Là, on se retrouvait dans l'esprit des petits lutins dans la forêt qui vont danser au clair de lune, avec l'idée vraiment de se laisser aller, de lâcher prise et que chacun puisse faire ressortir ce qu'il avait à l'intérieur de soi-même. Donc là, on est vraiment dans le soi qu'on cherchait tout à l'heure, et de voir comment il avait une résonance avec celui de l'entreprise, avec l'âme de l'entreprise. Et donc l'idée, quand on parlait d'ADN, c'est que ce soit vraiment cette raison d'être la colonne vertébrale de l'entreprise, donc qui soit dite, d'abord ressentie dans les sens, puis inscrite en mots,
et pour finir, rentrer dans les KPIs, dans les métriques qu'on va pouvoir mesurer. Donc on avait une coloration effectivement avec les objectifs de développement durable, mais ils ont tous joué le jeu. Oui, moi je voudrais bien savoir ce qui s'est passé avec les petits lutins dans la forêt. Ça vous intéresse pas, les petits lutins dans la forêt? C'est quoi les petits lutins dans la forêt? Alors les petits lutins dans la forêt, c'était sur Paris, donc on était un peu moins chez les druides, mais c'était moins bucolique, mais ils avaient les yeux bandés. Donc on leur a demandé à chacun de s'inscrire, de lâcher prise, de s'inscrire. Pourquoi la bienveillance financière? Donc déjà un mot, quand on sort de Master Finance, c'est pas évident qu'on nous enseigne la bienveillance. Donc pourquoi est-ce qu'ils sont venus dans cette petite start-up alors qu'il y a autant de banques d'investissement et de conseillers en gestion de patrimoine sur le marché? Donc ils ont fait leur exercice d'écrit. Ensuite, on est parti effectivement sur des exercices de lâcher prise, un petit peu d'état modifié de conscience. Et on est revenu après, reconnectez-vous à vos émotions. Et c'est là qu'on a sorti énormément de mots qui s'y retrouvaient. Et qu'on a sorti aussi un outil que Arthur vous a amené ce soir. Donc vous l'avez entendu, Arthur est très bavard, mais son enthousiasme est communicatif aussi avec ses équipes. Et là, on a introduit le bâton de parole. Joli en plus. Donc là, je suis allée en forêt, par contre, pour le trouver. Ah oui, non, à Paris, non, c'était pas... Non, à Paris, c'était pas possible. Et donc, chacun a eu le même temps de parole autour du druide qui pouvait rassembler ses petits lutins. Chaque petit lutin a eu le même temps de parole et été écouté et respecté en silence par les autres. Donc on a concaténé tous ces mots, dont certains se regroupaient. On a concaténé ensuite les objectifs de développement durable pour aller les coller et retrouver quel lien on avait avec cela. Puisqu'il fallait quand même avoir, certes, la raison d'être inscrite au profond de chacun, mais aussi pouvoir l'inscrire dans le système qui est l'objectif de développement durable et la loi Pacte. Je sens que Stéphane, il avait envie d'être un petit lutin. J'avais une question pour Morgane. L'état de conscience modifié, c'est ça que tu as dit? Semi-modifié. Et je voulais savoir comment, en fait, comment tu as fait pour que les gens soient en état de conscience modifié. Peut-être qu'il faut préciser ce que c'est au sein de vous. Alors, semi-modifié, ça veut dire que les gens restent conscients. Et quand je vous ai dit on se bande les yeux, c'est qu'on les a fait danser sur des rythmes avec du tambour, avec des différences de rythme. Ils ont dansé pendant plus de 20 minutes avec un bandeau sur les yeux. Et l'idée, c'est vraiment de se lâcher, de lâcher le mental pour se reconnecter eux-mêmes, au plus profond d'eux-mêmes, à leur projet d'entreprise, leur projet professionnel personnel et à l'entreprise dans laquelle ils vivent tous les jours. Donc, on n'utilise aucune substance. Tous les inspecteurs peuvent venir, ils sont prévenus avant et le jeu a été bien accepté par chacun. Et donc, c'est au sortir de ce lâcher-prise qu'on appelle aussi état semi-modifié de conscience, où on laisse le mental de côté, qu'on peut recueillir les émotions qui en ressortent juste après. Et ensuite, on arrive avec la rationalité. Donc Arthur va pouvoir vous dire quelle raison d'être il a. Oui, parce que juste pour dire, bon, c'est à l'échelle d'une journée, on parle de 20 minutes, mais ça nous a paru intéressant. Imaginez un peu le portrait de l'équipe. C'est des ingénieurs patrimoniaux, c'est des Bac+5, c'est des gens qui font des analyses juridiques, fiscales et financières. Donc ça nous a semblé intéressant de les déstabiliser positivement pour leur dire voilà, c'est un travail qui est nouveau et on va sortir un petit peu des sentiers battus. Vous savez, comme nous, comme dans toutes les organisations, on souffre beaucoup de la réunionite si on ne fait pas attention. Et donc on ne voulait pas leur faire une présentation PowerPoint. Premièrement, les 17 objectifs ODD définis par l'ONU, 4 heures. Ensuite, pause 8 minutes. Ensuite, on enchaîne sur les universitaires et ensuite, à la fin, on leur dit vous avez 10 minutes pour faire en méthode Scrum. Chacun met ce qu'il pense sur un post-it et puis on se débrouillera pour le compte-rendu.
Voilà, donc c'était important pour nous. C'est aussi de la conduite du changement, c'est aussi le management que dans une start-up, on doit toujours surprendre les gens. Vous savez que ça fait partie aussi des choses qui aident à réfléchir un petit peu, comme on dit, en dehors de la boîte. Et ensuite, rassurez-vous, très rapidement, nos ingénieurs patrimoniaux sont revenus à une méthodologie de travail assez classique, mais qui était importante pour nous. Et donc, cette raison d'être, nous, comme toujours, on a toujours des cadres référents, on essaye de ne pas tomber dans le piège que certains jeunes voudraient, c'est-à-dire qu'ils voudraient toujours croire que le monde est né en l'an 2000 avec Internet. On essaie, nous aussi, toujours de les mettre quand même dans un cadre référentiel. La raison d'être, le développement durable, la RSE, c'est pas nouveau. Beaucoup d'échos, il y a eu des phénomènes d'accélération. Tu as parlé du confinement, Morgane, évidemment, on l'a tous vécu. Donc ça nous a tous changé à la fois au niveau personnel et professionnel, ne serait-ce que dans le rapport au travail, ne serait-ce que dans le rapport au présentiel. Et donc ensuite, nous, on a voulu se définir comment, dans ce qu'ils aimaient, pourquoi ils nous ont rejoints, qu'est-ce qu'ils aiment faire, en quoi ils pensent qu'ils ont un impact, parce que je pense qu'aujourd'hui, les jeunes dans nos équipes, ils ont besoin de sentir que ça a du sens, et une façon pour eux de le mesurer concrètement, c'est qu'ils ont besoin d'une singularité, mais de marquer une différence individuelle. C'est-à-dire, moi, dans l'ensemble qu'est l'entreprise, dans l'organisation, qu'est-ce que j'apporte, comment j'influence, comment elle m'influence, et comment elle m'enrichit, et comment je l'enrichis. Donc nous, on a défini entre 2 et 4, on va dire, objectifs de développement durable parmi les 17. On a bien vu qu'il y avait des choses, mais un peu comme vous, qui revenaient, qui faisaient sens, qui s'imposaient d'eux-mêmes, et qui faisaient qu'ils étaient fiers. Le travail aussi ensuite, pour nous, c'était très important qu'on ait, vous savez, ce qu'on appelle, moi je trouve très intéressant, 2 choses. C'est que, d'abord par rapport à ce qui était dit, moi je pense qu'il faut vraiment que ça fasse partie du modèle économique initial, la raison d'être de l'entreprise. Je pense que ce n'est pas simplement des critères extra-financiers, on l'a bien vu, si ça ne fait pas partie de l'activité quotidienne, si c'est quelque chose qu'on mesure en plus à côté, pour moi on rate une partie du sujet. Ça doit faire partie des indicateurs business quotidiens qu'on suit. C'est pas à côté, c'est pas en parallèle, ça en fait partie. Il faut que ce soit très concret. Donc je reviendrai dessus peut-être un petit peu après concrètement, mais ça me semblait important. Et donc sur ces objectifs de développement durable, on voyait bien que par rapport à la mission, la raison d'être de l'entreprise, il y avait des choses qui apparaissaient. Et ce qui me semblait aussi important, c'est que ça ne concerne pas que leur motivation à eux, c'était pas seulement un outil RH interne, c'était aussi faire émerger les intérêts des clients et les clients de nos clients. Parce que nous, on est en B2B2C, donc c'est un petit peu compliqué. Celui qui utilise notre service, c'est un conseiller bancaire, mais celui qui bénéficie du conseil patrimonial, c'est bien le client du conseiller bancaire. Donc nous, c'était important que cette raison d'être, elle fasse écho. Qu'est-ce qu'on apporte à nos clients institutionnels? Qu'est-ce qu'on apporte au client final? Qu'est-ce qu'on apporte à nos salariés? Mais là aussi, sur un pied d'égalité, finalement, parce qu'on veut qu'ils soient fiers de leur travail, mais si on ne crée pas de valeur pour nos actionnaire ou pour nous-mêmes, c'est aussi, ils veulent avoir de l'impact, mais ils veulent aussi être augmentés tous les ans. Hein. Donc on leur dit bien, on a la création de valeur. Il faut qu'on crée de la valeur pour nos clients. C'est la raison d'être d'une fintech, vous savez, c'est de scaler. Donc c'est-à-dire que nous, on a des contraintes, on doit croître très rapidement. Ok, mais ça veut dire quoi concrètement dans l'organisation du travail? Donc pour moi, c'était important aussi qu'on mêle bien ces objectifs de toutes les parties prenantes. Et ensuite, on a eu cette réflexion, mais je ne sais pas si on aura le temps, on va peut-être un table ronde, mais aussi de réfléchir sur notre impact aussi par rapport à la planète, parce que c'est aussi une partie prenante qu'il ne faut pas oublier. Même si pour moi, pour ne pas tomber dans le greenwashing, ça doit rester quelque chose en plus anecdotique à côté. Je veux dire par là qu'une entreprise qui dit que moi, ma raison d'être, c'est de demander à mes salariés de prendre le train, je pense que là aussi, je prends une caricature bien sûr, mais on doit rester dans le cœur business. Sinon, la raison d'être, on rate un aspect, c'est de la com. Et nous, je pense que c'est aussi comme ça qu'on... En ce cas, c'est un piège qu'on a voulu éviter. Et donc voilà comment nous, on l'a construit dans le reste de la journée. Et depuis. J'ai cru que d'ailleurs, par rapport à la raison d'être, vous aviez un petit projet structurant là, pour l'avenir. Alors, nous, effectivement, on veut devenir une des premières fintech à mission. Mais avant ça, on veut déjà inscrire la raison d'être, propager l'ingénierie patrimoniale pour être très droit au but dans nos statuts. C'est-à-dire que tu parlais de personne morale, vous êtes, pour certains, si j'ai bien compris, formés aux ressources humaines, vous savez ce que c'est que le droit social, vous savez ce que c'est que le formalisme, vous savez ce que c'est que l'importance de la ponctuation dans un contrat de travail. Dans nos métiers, c'est pareil. Si on a une raison d'être, on doit être capable de l'afficher. Ça veut dire que n'importe quelle personne qui va sur société.com, elle doit être capable de connaître notre raison d'être, elle doit être capable de la mesurer et de s'assurer par elle-même que ce qu'on dit sur notre site internet, on le met en application
concrètement tous les jours. Donc effectivement, ensuite devenir une fintech à mission, ça veut dire créer un comité dédié, etc. Ça demande un peu de formalisme, etc. Mais c'est un projet pour nous 2023 où ces choses-là, comme toujours, il faut qu'on les mesure, parce que si on les mesure pas, on ne peut pas les améliorer. Mais ça veut dire qu'il faut accepter dans notre gouvernance, dans le ESG, dans l'IAEG, d'avoir des experts indépendants qui vont être capables de mesurer tout ce qu'on va faire et de nous accompagner dans le temps pour vérifier que, encore une fois, tout ce qu'on dit, c'est fait. Alors, il y a des questions dans la salle. Donc, je vous propose qu'on laisse un peu la parole à la salle et ça va vous permettre de compléter. Alors, j'envoie une tout de suite, là, parce que c'est des grands signes. Petite. Alors, je passe le micro, hein, on fait comme à la maison. Oui, bonjour, merci pour ces interventions. Une question pour Arthur Jacquemin. Comment avez-vous formulé votre raison d'être? Alors, travail, on l'a fait donc nous avec toutes nos parties prenantes. La première partie, c'est qu'il fallait que ça vienne de nous, donc nous, donc avec les salariés. Donc on est revenu à l'essentiel. Et comment on l'a formulé, en méthodologie ou le résultat? Non, le résultat. De toute façon, on t'a exprimé, pardon. Alors, le résultat, nous, c'est ce que je vous disais très rapidement, propager l'ingénierie patrimoniale. C'est-à-dire que nous, on veut être capable finalement, on était parti à un moment donné, parce que vous savez, quand vous interrogez plusieurs personnes, à chaque fois les éléments s'enrichissent et vous finissez par reformuler beaucoup de choses à vouloir traiter tous les cas. Mais en fait, il faut qu'elle soit simple, il faut qu'elle soit sincère et il faut que vous puissiez l'exprimer tous les jours dans tout ce que vous faites. Et il faut qu'elle soit mesurable par des tiers. Donc nous, ce qu'on veut, c'est propager l'ingénierie patrimoniale. Ça veut dire qu'on veut que ce conseil global, il doit demain, l'éducation financière qui va avec, ça veut dire que ça doit être compréhensible, toute cette pédagogie financière, on veut la propager le plus largement possible à tous les publics qui en ont besoin. Une autre question? N'hésitez pas à faire des signes. Bonsoir, Richard Major. Moi, ce qui m'intéresse, c'est votre relation, finalement, parce que ce soit vous, Arthur, vous avez sauté un petit peu dans une falaise pour accomplir quelque chose d'inhabituel, quelque chose d'extraordinaire. Et donc, mon présupposé, c'est que quelque part, il y avait un niveau de confiance qui vous a permis d'être prêt à vous border les yeux, à aller danser dans la forêt pendant 20 minutes pour faire ressortir des choses qui n'avaient pas émergé. Et dans le cas de votre entreprise, vous, de faire ce travail en profondeur qui était assez inhabituel. Donc je suis très intéressé de voir un petit peu cette dynamique de confiance. Voilà. Moi, je crois qu'une organisation bienveillante, surtout dans une organisation aujourd'hui qui est confrontée au télétravail, à un management sur mesure, en fait, la confiance, c'est essentiel. Donc déjà, il y a la confiance qu'on a avec ces salariés et qu'on a choisi, qu'on a recruté. Nous, on n'avait pas un historique, moi je les ai choisis, des salariés. Donc nous, effectivement, on n'avait pas de passif, j'allais dire, en termes de tous les gens qui travaillent avec moi, on les choisis. Et après, c'est vrai que quand vous êtes entrepreneur, vous avez l'habitude de sauter avec un parachute qui ne marche pas trop, avec une boussole qui est un peu cassée, avec du temps qui vous manque pour repérer le terrain. C'est un peu une philosophie. Donc en fait, finalement, plonger dans la raison d'être, pour un entrepreneur, je pense que c'est un sujet, c'est une méthodologie d'innovation que nous, on a par définition dans notre ADN. Voilà, une aventure de plus. Et comme Arthur l'a indiqué, on avait travaillé sur du très rationnel dans la relation avec les investisseurs au départ. Donc on se connaissait, on avait déjà établi la relation de confiance. Et le fait de pouvoir mettre les deux ensemble, la rationalité financière et l'irrationalité de la mission qui sert de feuille de route, ça faisait vraiment du sens qu'on le fasse ensemble. Alors, la dernière question, et après je vais vous demander un petit... Tu veux réagir? Peut-être juste pour compléter ça, parce qu'on a eu une chose un peu parallèle. C'est-à-dire qu'en fait, les consultants avec qui on a travaillé avaient déjà eu l'occasion de travailler avec GEFCO avant, sur des choses aussi plus rationnelles. Et il y avait une confiance qui était déjà construite et qu'il a fallu continuer à construire. Parce qu'il fallait embarquer un groupe de gens qui n'étaient pas, eux, sensibilisés à ça. On a été mis à l'épreuve, en fait. C'est-à-dire qu'on a eu un temps, pendant quelques semaines, ou 2-3 mois, dans lequel on avait un début de mission où on devait finalement leur prouver que ça allait vraiment servir à quelque chose. Avec un attendu de dire, est-ce que ça va nous aider? Et on a eu un tout petit peu de chance. C'est que ça a permis aux dirigeants de prendre une décision sur un sujet sur lequel ils n'avaient pas directement interrogé,
mais qui était tellement énorme, avec tellement de conséquences, qu'en gros, ça rentabilisait tout ce qu'il allait faire après déjà. Et donc, ça a aidé, et à chaque fois qu'on a élargi le cercle, il y a eu ce problème de créer la confiance, de ramener ça à des choses concrètes. Et je crois que c'est notre job. On ne vend pas un truc abstrait. On utilise une ressource qui va chercher des choses qui sont profondes pour faire des choses très concrètes. Au contraire, moi j'aurais tendance à dire que les gens sont beaucoup plus incarnés dans ce qu'ils font quand ils font ça que quand ils cochent un job et ils font une case. Donc la réalité, c'est qu'il faut qu'on prouve que ce type d'approche revient dans la réalité concrète. Stéphane, tu veux dire ? Oui. D'abord, Arthur, tu as une chance fantastique, c'est que tu es le fondateur et donc ta partenaire a accès directement à ton cerveau, ça c'est magnifique. Enfin, vous voyez l'image. La confiance est assez intéressant parce que finalement ça se construit, on est sur des temps relativement longs, on peut être sur des temps très courts lorsqu'il y a des épreuves assez phénoménales. Et nous on a créé en fait je pense cette confiance en étant à la fois nous-mêmes, donc l'inclusion de soi, donc très authentique, et par ailleurs le lâcher prise, très émotionnel, mais au bon sens du terme, c'est-à-dire justement en n'étant pas poker face sur tout ce qu'on a fait. Donc encore bravo pour ce que vous avez fait. Merci du témoignage. Alors bonsoir, Chibou Raouf. Alors moi c'est le concept d'Infinity Proximity qui a retenu mon attention. Et j'aimerais savoir si possible d'avoir d'autres exemples concrets ou pratiques du coup de ce concept. Alors, Infinite Proximity, vous êtes... En 20 secondes. Et vous êtes prof ici, vous êtes étudiant, qu'est-ce que vous faites de bruit? Étudiant. Vous êtes étudiant. Merci de poser les questions, ça me donne l'opportunité d'en parler 2 minutes. Alors, Infinite Proximity, oxymore assez intéressant. On ne sait plus comment c'est sorti en fait. La magie de l'intelligence collective, c'est que c'est le collectif qui a accouché, je pense que le terme a été déjà utilisé, de cette notion qui nous parlait vraiment et qui parle à tout le monde dans l'entreprise. Infinite Proximity, c'est être très proche de toutes les parties prenantes, d'anticiper, de comprendre les besoins et d'y répondre. Et c'est du B2B, c'est du B2C, c'est tout ce que vous voulez. Un exemple ou deux, donc PSA nous dit à un moment, qui s'appelle Stellantis, nous dit écoutez, nous on va faire du 2 roues en Inde. Et voilà, commencez à regarder un peu comment vous y prendriez. Donc on a acheté un terrain, on a acheté une entreprise, on a fait du business en Inde, ils ne sont jamais venus en Inde. Ils commencent à peine à regarder s'ils vont y aller. Et donc on a été très très en anticipation du besoin, trop à la limite, mais l'aventure était tellement tentante. Et du coup, 2-3 ans, Stellantis, 2 ans, Stellantis a dit bon, on va aller en Inde. Et du coup, les gars, vous vous rappelez, on est là, moi. Donc, c'est de l'anticipation. Il n'y a plus de micro. Ah oui, on m'avait dit que peut-être il y aurait... Voilà, donc il n'y a plus de piles et ça tombe bien parce que je pense qu'il n'y a plus de piles aussi pour moi. Et, donc Infinite Proximity, c'est juste un exemple, mais on a des tonnes et des tonnes d'exemples où justement c'est à la fois le goût de l'exploration, on en a parlé tout à l'heure, la volonté à résoudre des problèmes, la volonté à être auprès du client, quoi qu'il arrive. Voilà. Je suis désolée, je suis obligée d'arrêter. Je suis obligée d'arrêter parce que j'ai déjà des gros yeux là. Parce qu'on est obligé de libérer à 20h. Non mais il y aura une autre série de questions, mais je vais recevoir quand même nos invités. Merci beaucoup. Merci. Merci c'est très nourrissant, très enrichissant. Ça nous fait plaisir en plus d'entendre certaines choses qu'on n'entend pas très souvent. Donc on est très contents, vraiment très contents de les entendre. Merci beaucoup. Et pour cette troisième partie, j'invite Hélène Grassin. Alors tout à l'heure, on a parlé de la raison d'être qui doit être à la base de la création d'entreprise. Donc je crois qu'Hélène va bien être l'illustration de ça parce que Hélène est fondatrice de Paulette à bicyclette, qui est la première marque de joaillerie éthique née
créé en France et labellisé Ferminel. Comment on dit Ferminel? Fermin? Je ne sais pas parler. Alors, c'est une société qui a été créée en 2006. C'est les esprits frappeurs. Ça, c'est parce qu'on a parlé de petits lutins et ça doit être ça. Donc, l'entreprise de Paulette à bicyclette a été créée en 2006, donc il y a quand même 16 ans. Il y a maintenant une quinzaine de salariés et Hélène est aujourd'hui directrice du développement et responsable des relations presse. Je veux bien que vous preniez place. Et puis, merci d'être là, Hélène. Et merci à Morgane de vous l'avoir présenté. Et puis nous recevons aussi Anne-Marguerite Ferreira, qui est fondatrice d'un cabinet qui s'appelle Bliss. Alors, Anne-Marguerite est diplômée du CIFOP, hein, donc elle est de la maison. Et elle est executive coach. Elle a d'abord commencé par la création d'un bureau d'études et d'ingénierie qui a été l'un des premiers en France à faire de la coordination sécurité-protection de la santé. Et cette structure a par ailleurs développé une activité de construction écologique qui est devenue, cette structure est devenue le premier constructeur de maisons en ossature bois passive labellisée en Ile-de-France. Bravo. Merci d'être là, Anne-Marguerite. Et elle est accompagnée de Julie Achili, qui est responsable de l'expérience collaborateur chez Nestlé. Alors, Julie, c'est 10 ans d'expérience professionnelle en ressources humaines au sein du groupe Nestlé. Commencé déjà d'ailleurs chez Nespresso. Et puis, depuis 2019, Julie est responsable d'expérience collaborateur du groupe Nestlé France, où elle conçoit et met en œuvre des actions dans le cadre de la politique d'inclusion du groupe. Donc, je vais vous demander de venir nous rejoindre. Alors, est-ce que le deuxième micro a retrouvé de l'énergie? Voilà, c'est super. Ça va permettre d'inclure de nouveaux invités. On est assez content de ça. Alors, Hélène, vous avez créé il y a 15 ans dans un monde extrêmement compliqué, parce que le monde du bijou et de la joaillerie et des pierres précieuses et des métaux, c'est un monde extrêmement compliqué. Vous avez été pionnière. Expliquez-nous ce qui vous a poussé à faire ça. Alors, comme certaines personnes qu'on a vues avant, moi j'ai aussi un CV long comme le bras, mais surtout avec des jobs étudiants. Et avant d'être créatrice d'entreprise, j'étais professeure de français. Vous voyez, rien de... Et j'ai un jour découvert la création de bijoux par une amie. Je suis tombée dedans et le hobby est devenu un job. La seule ambition que j'avais, c'était vivre de ma passion. Hein. C'est vraiment... Si on m'avait dit un jour que j'aurais une entreprise avec 15 salariés, j'aurais dit n'importe quoi. Et donc, le bijou, dès 2006, il y avait eu le film Blood Diamonds. Si on était un tout petit peu sensible à la question de l'environnement, on savait quand même que l'extraction minière, pour parler des métaux précieux, peut être une catastrophe environnementale et humaine. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'arrivais de l'étranger, aucun réseau à Paris, je n'avais pas fait d'école de joaillerie, puisque je me suis formée en autodidacte. Et quand j'ai débarqué et commencé à dire, moi, j'aimerais bien de l'or équitable, ça a beaucoup rigolé dans le milieu. Quand en plus, après, on me demandait le nom de l'entreprise et que je répondais Paulette à bicyclette, là, vraiment... Les gens rigolaient 5 minutes et puis un jour je me suis dit mais arrête de te dire que tu peux pas le faire et prends le truc à l'envers et va chercher un sourcing responsable. Parce que j'osais pas lancer des collections de joaillerie en or, en pierres précieuses, je faisais simplement de l'argent et des perles de rivière. Et à force de recherche, j'ai fini par tomber sur un projet en Colombie qui s'appelait Oro Verde et qui était le projet pilote du label Fairmind. Et c'est un projet qui a été monté par une ONG colombienne. Et alors j'ai trouvé ça génial que ce soit une ONG colombienne, donc, qui vienne d'un pays minier, qui fonde cette initiative. Et je me suis dit, ça y est, j'ai trouvé. Donc je les appelle. Donc, puis moi j'avais de quoi acheter 5 ou 10 grammes d'or, hein, enfin rien du tout. Donc ils m'ont encore dit, vous êtes bien gentil, mais haha. Et finalement, à
force de recherche, j'ai trouvé quelqu'un qui était l'un des cofondateurs de ce label. Lui aussi, il a bien rigolé quand j'ai raconté mon parcours. Et puis après, j'ai dit, quand même, vous voudriez pas m'en vendre un petit peu de l'Orphermine? Il m'a dit, bah, allez, je vous en vends 10 grammes et peut-être qu'un jour, vous m'en achèterez des kilos. Voilà pour l'histoire. Et c'est vrai que ça, c'était en 2010. Et en 2010, rien n'était organisé dans la joaillerie. Il n'y avait pas du tout de chaîne de fabrication avec la traçabilité garantie, parce que c'est ça que nous, on offre aujourd'hui à nos clients. C'est une traçabilité qui est garantie depuis la mine jusqu'au bijou fini. Et en fait, la solution pour nous, ça a été de mutualiser notre chaîne de fabrication avec quelques autres joailliers zinzins comme moi qui avaient aussi envie de faire de l'or équitable. Et c'est comme ça qu'on a réussi. Pour parler un peu de raison d'être, elle était très très forte, la raison d'être de l'entreprise, même si elle n'était pas encore formalisée. Mais comme c'était un peu un impératif catégorique interne pour moi, c'est-à-dire c'était une évidence que je voulais proposer que des bijoux avec un sourcing propre en accord avec mes valeurs, c'est quelque chose que longtemps on n'a pas forcément formulé. Et tout à l'heure, j'étais en la réunion mensuelle avec l'équipe, je leur dis, bon, dites donc, ce soir, je vais parler de la raison d'être. On ne l'a toujours pas écrite. Alors, si vous êtes, soyez sympa, aidez-moi un peu. Et donc, on a réfléchi 10 minutes, je leur ai donné des exemples. Il y a un truc marrant qui a surgi, c'est l'idée de plaisir responsable. Parce que c'est vrai qu'on propose, nous, un produit qui fait partie des non essentiels, selon une terminologie qui nous est que trop familière. Et c'est l'idée de plaisir responsable qui est apparue avec cette phrase qui est notre leitmotiv depuis des années maintenant, c'est parce qu'un bijou qui incarne vos valeurs est d'autant plus précieux. Donc je pense qu'on a une piste là pour aller enfin formuler au bout de 15 ans notre raison d'être. Moi, je voulais bien parler aussi du sujet de l'inclusion, parce que chez nous, on le travaille d'une façon un peu différente. C'est l'inclusion en remontant, en fait, jusque tout au bout de la filière d'approvisionnement. C'est-à-dire qu'on a créé un lien très très fort avec les mines d'or certifiées, avec lesquelles on travaille. J'ai eu la chance de pouvoir m'y rendre plusieurs fois. Et c'est vraiment une très très chouette inclusion que de pouvoir se dire, ben moi je sais qui a extrait l'or qui est sur mon établi, là. Je sais que parce qu'on a vendu tant de kilos d'or cette année, ben, on a pu financer la construction de ces nouveaux bureaux grâce à nous. Les mineurs qui travaillent à 4800 mètres d'altitude au Pérou, ben, ils ont enfin des douches chauffées avec des panneaux solaires. Bref, nous, l'inclusion, voilà, chez nous, on l'a énormément travaillé comme ça. Et je voulais aussi amener l'idée que la raison d'être, quand elle est très 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 forte chez le fondateur, elle peut parfois se retourner contre l'équipe. Ça, c'est un petit peu ce qu'on a vu quand on en a discuté. On veut bien croiser un peu. Et pourquoi? Parce que moi, je suis à fond la caisse, or équitable, on y va, on fait tous les pierres éthiques, etc. Et puis, au bout d'un moment, en fait, mais mon équipe, elle s'arrachait les cheveux sur le sourcing. Un client qui veut un saphir vert comme ci, comme ça, éthique, mais franchement, ils ont transpiré. Et donc, il a fallu que j'accepte de lâcher un peu, de dire on ne peut pas être plus royaliste que le roi. Aujourd'hui, les filières d'extraction des pierres de couleur, par exemple, ne nous permettent pas de répondre à 100% à notre raison d'être telle qu'on la voudrait. Donc, accepter aussi un peu de lâcher, d'avoir de la souplesse par rapport à nos valeurs et à ce qui nous anime. Vous avez un petit peu parlé de recrutement aussi. Qu'est-ce qui fait qu'à l'heure d'aujourd'hui, comment vous gérez vos recrutements, comment vous les embarquez? Alors, comment? Alors, est-ce qu'on n'a pas toujours beaucoup de choix, voilà, il y a des moments où, sur certains recrutements, c'est un peu compliqué. Évidemment,
dans toutes les candidatures qu'on reçoit, il y a toujours beaucoup de gens on sent qu'ils sont vraiment en accord avec nos valeurs. Et après, dans l'équipe, il y en a toujours qui sont plus moteurs par rapport à ça que d'autres. On ne va pas dire que tout le monde est à 300%, mais en même temps, ce serait invivable sinon. Donc, je ne sais pas si ça répond à votre question. Mais c'est sûr qu'on va attirer aussi des gens qui sont prêts à aller mouiller un peu la chemise, parce que c'est beaucoup plus compliqué de sortir des bijoux quand on n'a pas bonjour, je voudrais 200 saphirs de 4x4, etc. Non, on n'a pas cette sécurité-là et cette facilité-là. Bon, merci beaucoup pour ce témoignage. On aura peut-être quelques minutes pour poser quelques questions après. Je vais me tourner maintenant vers Julie et Anne-Marguerite. Alors, Julie, la raison d'être de Nestlé, améliorer la qualité de vie et contribuer à un avenir plus sain. Comment tout cela impacte la question de l'inclusion et comment c'est vécu dans un groupe pareil? Bonjour à tous. Déjà, pour resituer, Nestlé en France, c'est 10 000 collaborateurs qui sont répartis un peu partout en France. On a un siège social de 2 000 collaborateurs basés en Île-de-France, à Issy-les-Moulineaux. On a 17 usines basées un peu partout en France. On a 4 centres de recherche et développement, des forces de vente, des boutiques Nespresso, un centre de relations clientèle Nespresso. Alors chez Nestlé, oui, on est guidé par nos valeurs de respect déjà, de respect de soi, de respect des autres, de respect de la diversité, respect de l'avenir, et évidemment par cette raison d'être, améliorer la qualité de vie pour contribuer à un avenir plus sain. Et au sein de la direction dans laquelle je travaille, donc la direction talent et engagement, notre mission, c'est justement de faire vivre cette raison d'être au travers notamment des politiques en matière de diversité et d'inclusion, et également de nos politiques d'expérience collaborateur dont je m'occupe. Alors pour vous prendre un exemple concret, je pourrais parler de notre politique en faveur de la santé, de la qualité de vie et des conditions de travail de nos collaborateurs, puisqu'effectivement, quand on se dit qu'on travaille sur les conditions de vie, l'amélioration des conditions de vie des consommateurs, ça commence avant tout par nos collaborateurs, c'est par simple symétrie des attentions qu'on entendait précédemment. Alors ce programme santé, qualité de vie et conditions de travail, il a pour ambition justement d'améliorer les conditions de travail, de vie de nos collaborateurs et de leurs familles pour leur assurer un avenir toujours plus sain. Il a été co-construit entre 2 directions, donc beaucoup de collaboration pour ce programme, la direction santé-sécurité et la direction RH talent et engagement. Et donc on a une gouvernance autour de ça pour avoir des feuilles de route concrètes d'action en faveur de la prévention de la santé et des conditions de travail de nos collaborateurs dans chacun des métiers de Nestlé en France. Et pour vous prendre un exemple encore plus concret, au sein de cette politique santé, conditions de QVCT, on a une politique en faveur de l'inclusion des familles. Donc on appelle ça Families at Nestlé, chez Nestlé, et l'objectif c'est d'inclure la parentalité dans toute sa complexité, finalement de permettre à tous nos collaborateurs qui sont parents de le faire de la meilleure des façons possibles, puisqu'on le sait, la parentalité en entreprise, ça a son lot de joie, évidemment, mais aussi de complexité, de doute, voire de culpabilité pour certains collaborateurs. Et nous, notre rôle, en tant qu'entreprise, en tant qu'employeur, c'est de permettre à nos collaborateurs de vivre cette étape de vie clé pour eux de la meilleure des façons possibles. Donc ce programme Families at Nestlé, il a été co-construit avec nos marques, puisqu'on a évidemment des marques fortes qui s'adressent aux familles, je pense à nutrition infantile par exemple. Il a pour ambition d'être One Nestlé, donc c'est-à-dire que c'est une politique, un programme qui doit être proposé à l'ensemble des collaborateurs de Nestlé en France. Alors tout d'abord, il s'inscrit dans la droite lignée de ce qu'on a fait en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes, et donc concrètement notre accord égalité hommes-femmes qu'on a signé en 2020. Dans cet accord, les deux grandes avancées, c'était notamment la mise en place d'une politique neutre en genre, une parentalité neutre en genre, donc on ne parle plus de parent 1 et de parent 2, on parle de maman et de papa, on parle de parent 1 et de parent 2, puisque l'objectif c'est de reconnaître la parentalité dans toute sa diversité.
Et l'autre avancée, c'était l'extension, l'allongement des congés. Voilà, le congé parent 1 allant jusqu'à 18 semaines et le congé parent 2 allant jusqu'à 1 mois, soit 1 an avant le décret législatif. Et dans tout ça, une autre application concrète, c'est la mise en place de nos ateliers parentalité pour justement accompagner concrètement nos collaborateurs parents voilà, dans l'anticipation des étapes clés de cette étape, et puis dans leur présenter la manière dont finalement Nestlé souhaitait qu'ils vivent cette étape clé. Et pour ça, je vais laisser Anne-Marguerite, bien sûr, en parler, puisqu'on a eu le plaisir de co-construire cet atelier ensemble. Alors Anne-Marguerite, ce projet, bonjour. Alors ce projet, on l'a co-construit vraiment de façon transversale avec les équipes du groupe Nestlé, donc les équipes ressources humaines. Et l'idée, c'était vraiment de pouvoir, dans un premier objectif, faire passer l'ensemble des moyens qui étaient mis à disposition des salariés pour pouvoir vivre vraiment le plus sereinement possible et atteindre le meilleur équilibre vie professionnelle, vie personnelle au sein du groupe. Et donc faire passer aussi tous les messages d'engagement du groupe vis-à-vis de la politique de diversité et d'inclusion, et donc de relayer le côté non-genré qui était mis en place dans la politique RH. Et évidemment, c'est cette envie de développer l'égalité homme-femme. Et puis, de pouvoir aussi outiller l'ensemble des collaborateurs pour être mieux parés dans la gestion de son projet de parentalité, de façon à pouvoir toujours atteindre le meilleur équilibre possible entre vie personnelle et vie professionnelle. Et notamment, alors, dans une première phase, on a mis en place donc, un atelier qui était destiné à l'accueil du premier enfant. Et l'idée, c'est de pouvoir le proposer aussi de façon plus élargie pour l'ensemble des parents, qu'il s'agisse du parent 1 ou du parent 2. Et d'amener aussi, dans le cadre de ces ateliers, une dimension introspective pour permettre aux personnes de réfléchir au déroulé de leur parcours professionnel, même en phase de projet de parentalité. Et de pouvoir aussi dire à l'ensemble des collaborateurs que la parentalité, c'est quelque chose qui est vécu de façon complètement positive par le groupe, en écho justement à cette raison d'être, et que par conséquent, le collaborateur pouvait s'engager dans ce projet de parentalité en sachant que ça ne serait jamais un frein dans son déroulé de parcours professionnel, et que tout était mis en œuvre au sein du groupe pour l'accompagner sur ce parcours de vie professionnelle, cette carrière. Et donc dans cette dimension-là aussi, c'est particulièrement inclusif. Voilà. Et après, on a aussi tout le côté parent 1, parent 2 qui est effectivement très important. Et donc le partage de ces valeurs s'effectue aussi au travers de ces ateliers. Vous avez déjà quelques retours de la façon dont c'est perçu ? Oui, je te repasse la parole. Oui, alors c'est vrai que ça peut surprendre de prime abord, voilà, qu'on traite d'un sujet finalement si personnel en entreprise, puisqu'on propose cet atelier à la fois aux futurs parents, mais aussi à ceux qui en ont le désir. Donc voilà, c'est aussi se révéler et casser un petit peu les barrières entre le perso et le pro. Donc ça peut surprendre. Les retours étaient vraiment très positifs à l'issue du premier. Donc le premier qu'on a eu l'opportunité de déployer à l'occasion de notre premier Family Day, organisé aussi au sein de notre siège social. Donc c'est une journée très spéciale à l'occasion de laquelle on a accueilli l'ensemble des familles des collaborateurs, des enfants des collaborateurs, etc. avec pour objectif justement de casser ces frontières,
de sensibiliser aussi les équipes managériales et les collègues à cet équilibre de vie entre le perso, le pro et tout ce que ça peut imbriquer. Donc des retours très, très favorables des collaborateurs. Donc là, on a déjà planifié notre prochain atelier et on réfléchit aussi au volet 2, c'est-à-dire que là, on se prépare à la parentalité, donc voilà, comment je vais en parler avec mon manager, comment voilà, j'anticipe les différentes étapes, etc. Comment je prépare justement cette conciliation des deux vies. Et on pense au volet 2 qui serait justement le retour au travail et donc l'application concrète des principes qu'on aura vus dans l'atelier. Des choses à rajouter avant qu'on laisse la parole à la salle? Oui? Juste pour expliciter ce que je disais tout à l'heure par rapport au recrutement, c'est que on ne se trouve pas forcément à avoir le choix entre deux candidats qui seraient aussi bien l'un que l'autre, mais dont on se dit « Ah, celui-là, quand même, il fitterait plus avec notre raison d'être ». En fait, c'est un pari qu'on prend quand, par exemple, on recrute une personne parce qu'on pense qu'elle a vraiment le savoir-être et ce qui va être génial avec le client, mais qu'elle n'a pas forcément, elle, cette sensibilité développement durable. On prend le pari que l'équipe, voilà, et les valeurs de l'entreprise vont permettre petit à petit de se dire « Ah oui, c'est quand même vraiment tellement important de construire un monde un peu plus solidaire et un peu plus respectueux. » Une sorte d'infusion? Oui, c'est un pari. Hein. Alors, est-ce qu'il y a quelques questions à ça? On a aussi des étudiants, là, du CIFOP, qui sont là, en sciences humaines, etc. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle pour nos témoins? Oui, des mains se lèvent. Alors, comme j'ai eu un petit souci de pied, je vais d'abord aller au plus près, mais je vous promets que je monte. Merci. Moi, je m'adresse à Hélène par rapport aux clients. Quand on parle de la raison d'être et de ses parties prenantes, c'est très très fort. Et comment le client vient jusqu'à Paulette à bicyclette, parce qu'effectivement, c'est peut-être pas les premiers mots-clés qu'il va mettre pour trouver une bijouterie. Donc comment est-ce qu'il s'y retrouve et qu'est-ce qui résonne chez lui quand il vient acheter son bijou? Si on reprend l'histoire de Paulette à bicyclette, en fait, en 2010, personne ne tapait bague de fiançailles éthique sur Internet. Personne. Donc en fait, ils venaient chez nous parce qu'ils aimaient bien le design. Et en surfant sur le site Internet, ils découvraient qu'en plus, il y avait derrière des valeurs. Alors là, c'était le carton total. Depuis quelques années, on se rend compte que plus de la moitié de nos clients ont fait des recherches liées à l'éco-responsabilité avant de venir chez nous. Mais là encore, c'est pareil, hein, c'est comme la nourriture bio. Hein. Si c'est pas bon, on n'en achète pas. C'est pareil en joaillerie. Si c'est pas beau, et si ça ne correspond pas à nos goûts, on ne va pas venir juste pour ça. La raison d'être, évidemment, ne suffit pas. Ça répond à ta question, Morgane ou... Mais en parlant d'inclusion, je trouve qu'aujourd'hui, nous, on n'inclut pas assez nos clients. Voilà, prochaine étape. Bonjour, bonsoir. Je peux? Bonsoir à tout le monde. Ma question s'adresse à Julie et Anne-Marguerite concernant l'expérience chez Nestlé. Je voulais savoir s'il y a eu, en amont de déployer donc, cette politique de parentalité qui rentre dans tout ce qui est politique de diversité, etc., des obstacles en interne, notamment au niveau de la direction. Parce que c'est un sujet, comme vous l'avez dit, au milieu entre le perso et le pro. Et très souvent, il y a cet obstacle, des directions, disons, on ne veut pas rentrer dans la vie privée de nos collaborateurs, etc. etc. Donc, est-ce que vous avez fait face à ça et comment vous avez surmonté, du coup, pour pouvoir déployer cette politique, qui est par ailleurs super? Merci. Oui, alors c'est sûr que certains dirigeants pourraient se dire, voilà, pourquoi investir du temps, de l'argent dans ce type de dispositif qui, concrètement, voilà, on n'en voit pas l'impact direct. Pour autant, c'est vrai que sur ce programme-là, en l'occurrence, Families at Nestlé, je crois qu'on n'a même pas eu vraiment à
à dérouler d'arguments voilà, à ce point pour convaincre de l'utilité de finalement s'intéresser au bien-être, à la qualité de vie de nos collaborateurs. Il est certain qu'aujourd'hui, enfin, voilà, nos dirigeants sont assez alignés et en faveur de ces politiques en matière de bien-être, de qualité de vie de nos collaborateurs. À ce titre, on mène voilà, tous les 2 ans chez Nestlé depuis de nombreuses années une enquête d'engagement et ce sujet du bien-être fait partie des questions qu'on pose depuis voilà, de nombreuses années et donc c'est un indicateur comme un autre qui est suivi par l'ensemble des lignes managériales, donc voilà, c'est assez induit. Alors il y a d'autres sujets sur lesquels on souhaite et on va plus loin dans ces politiques santé, parce que nos politiques santé, quand on se parle de santé globale voilà, d'un collaborateur, ben là forcément on rentre dans des sujets qui peuvent être personnels, on parle de santé mentale, on parle d'activité physique, on parle de sommeil, on parle d'alimentation, et on fait, voilà, dans le cadre de notre programme Healthy Life, donc santé QVCT, beaucoup de sensibilisation sur ces sujets. Là, il est vrai que c'est plus nouveau et que peut-être c'est pas tellement de la part des dirigeants, mais aussi parfois des collaborateurs qui a de la surprise parfois à ce qui est voilà, ce sujet apporté en entreprise. Vraiment, pour nous, on rappelle que finalement notre objectif c'est de faire de la prévention globale sur le sujet de la santé, avec comme priorité, ben voilà, depuis ces années Covid, les sujets de santé mentale qui sont devenus de plus en plus importants pour l'ensemble des Français depuis plus de 2-3 ans. Donc voilà, on fait de la prévention, c'est une offre qu'on propose à l'ensemble des collaborateurs, voilà, qui est à saisir ou non en fonction des centres d'intérêt ou des besoins, mais voilà, je dirais plus côté parfois surprise collaborateur que dirigeant. J'ai une question pour Hélène, justement pour rebondir sur la première question qui vous a été posée. Comment faire de l'inclusion avec vos clients? Je trouve que c'est une très belle idée. Donc, voilà. On y a déjà réfléchi. Là, on met en place un système de parrainage, mais on va proposer très bientôt, on est en train de finir de structurer l'offre, on va proposer à certains clients de venir fabriquer leurs bijoux, enfin de faire eux-mêmes une partie de la fabrication du bijou. Donc déjà, c'est les faire rentrer dans l'atelier. On ne pourra pas faire rentrer tout le monde, hein, mais au moins quelques-uns. Et puis, moi, j'aimerais créer des cercles aussi où on fait tester en avant-première nos... Mais c'est bête, mais toutes les étapes, c'est important d'avoir un panel de clients privilégiés avec lesquels on échange. Là, on a sorti récemment notre nouveau site internet, mais moi, j'aurais bien aimé, ça aurait été chouette d'avoir un panel de clients un peu... avec lesquels échanger, pareil pour quand on lance une nouvelle ligne de bijoux. Donc Hélène, bravo. Je suis très impressionné par le projet, par l'entreprise, je ne connaissais pas. J'ai une question de curiosité qui va nous permettre de conclure, sûrement. C'est d'où vient le nom? Ah oui. Alors, donc je ne m'appelle pas Paulette, hein, mes parents ne m'ont pas fait ça. Ouais, donc ce qu'il faut savoir, c'est que moi j'étais complètement hors sérail. Hein, j'étais pas du tout du milieu, donc je voulais un nom qui soit un peu décalé. Et j'avais pas envie de mettre mon nom à moi parce que j'assumais pas trop. Et puis, c'est à la fin d'un dîner entre amis, on avait balancé des trucs, mais dans tous les sens, pendant tout le dîner. Et puis à la fin, ce truc est sorti, Paulette à bicyclette. Il se trouve que à la fac, j'avais une copine qui m'appelait Poulette et c'était devenu Paulette, que moi j'étais tout le temps à vélo. Et puis la marque, elle est née dans le 20e, le quartier des Chansonniers. Donc je me dis, allez bingo, c'est ça. Voilà. Heureusement que je ne savais pas à quel point ça allait faire rigoler les gens du milieu avant. Mais bon, maintenant... Mesdames, un petit mot de la fin, un petit conseil, une petite recommandation, quelque chose que vous auriez envie de dire à la fois à nos étudiants et à nos visiteurs ce soir? Non, moi je me garde de donner des conseils. D'accord. Je veux bien répondre aux questions. Quelque chose à rajouter? Pas nécessairement.
nécessairement non plus. Non, merci pour l'invitation. Merci de nous avoir donné l'opportunité de parler de ce sujet ô combien important. Voilà, donc merci pour ça. Juste rappeler que les collaborateurs sont quand même la première partie prenante dans l'entreprise et que je pense que ça c'est un point essentiel, de rester toujours le plus aligné possible avec, au niveau de sa raison d'être sur ce qu'on propose à ses collaborateurs. Voilà. Merci beaucoup. On les applaudit, merci. Alors, Sandrine, juste un tout petit dernier mot, c'est évidemment aller voir ce qu'on fait. Ah bah oui. Voilà, pour des plaisirs responsables. Je savais bien qu'il y avait un dernier mot à dire. Alors moi aussi j'en ai un dernier avant de céder la place à Catherine et à Eric. Alors, le prochain événement de l'association Spiritualité au Travail Management a lieu le 18 octobre en association avec HEC, donc le groupe Spiritualité d'HEC et le Forum 104. Et c'est une soirée sur l'intelligence spirituelle en entreprise, c'est-à-dire est-ce possible, est-ce que ça existe, est-ce que l'intelligence spirituelle en entreprise, est-ce que l'intelligence spirituelle a sa place en entreprise? Donc vous trouverez toutes les informations sur le site de l'association, sur le site d'HEC pour les HEC et évidemment sur la page LinkedIn de l'association. Et bien sûr, vous êtes invités à venir nous rejoindre. Et je laisse maintenant la place. Alors justement, pour faire le lien avec ce que tu viens de dire, c'est que j'ai noté ce soir quelques mots: authenticité, résonance, intériorité, vibration, lutin dans la forêt, révélation, mise à l'épreuve, bienveillance financière aussi, esprit qui traverse le temps, singularité, attention à l'autre. Et en fait, ce sont des mots qui sont du vocabulaire de la spiritualité que, à côté de la responsabilité sociale, à côté de la responsabilité environnementale, il y a certainement chez le dirigeant et dans la mission d'entreprise une responsabilité spirituelle qui est à révéler de manière à ce qu'elle ne reste pas oubliée dans l'entreprise et qui est un objet de recherche et de nos futures communications. Et oui, alors justement, ça nous donne envie d'aller plus loin, toutes ces affaires-là, parce que quand on voit tout ce qu'on fait avec l'association, ce qu'on fait aussi avec notre groupe de chercheurs associés au LARGEPA, je remercie Véronique Chanu qui nous a rejoints dans la salle, qui dirige le LARGEPA, donc on a notre communauté épistémique qui travaille, produit. On se dit qu'on aimerait bien se lancer aussi dans l'épopée proposée par la présidence de l'université. Pourquoi pas de monter une chaire? Ce serait peut-être une idée pour pouvoir aller plus loin sur ces projets autour de la responsabilité sociale, du leadership spirituel. On voit bien qu'il y a vraiment beaucoup d'éléments. J'aurais aimé vous dire plein d'autres choses. Je sais que le temps est un peu compté. En tout cas, moi, ce que je vois par rapport à tout ce qu'on a pu travailler, c'est cet élargissement. Moi, je vois beaucoup les ondes élargies sur les clients, sur les fournisseurs, sur la question du qui me paraît intéressante, sur le fait que je crois qu'on a essayé à la fois de réfléchir à comment construire une raison d'être, mais aussi comment la faire vivre. Donc il me semble qu'on a bien décliné la question de la raison d'être, et puis ma foi, on espère que vous serez embarqués aussi peut-être dans ces états soumis, modifiés de conscience qui permettent vraiment ce lâcher prise et nous permettent d'atteindre des sommets auxquels on n'était pas forcément habitué dans la rationalité, et ça c'est le bienfait de la spiritualité. Alors je voulais remercier bien sûr toutes les personnes qui nous ont assistés, à savoir les étudiants qui sont là. Un grand merci d'avoir été là pour accompagner l'accueil. Également, je voulais vous dire aussi qu'on va proposer de diffuser les slides sur le site de l'association Spiritualité au Travail, donc n'hésitez pas à regarder les slides. Et puis, on va terminer par un petit cocktail, parce que c'est important de réseauter. Et vous avez Connect Me, de la plateforme, qui vous permet de prendre des liens les uns avec les autres, j'espère beaucoup. Nous sommes convaincus, nous, à l'association, que c'est important de pouvoir échanger, de croiser toutes les personnalités ici présentes qui viennent d'horizons différents,
c'est l'occasion de bénéficier de ce présentiel et de croiser voilà, toutes ces rencontres et de mieux vous connaître et pourquoi pas de cheminer ensuite sur ce chemin de la spiritualité. Voilà. Très bonne soirée à tous.